Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence formatrice sur les déficits visuels, en fait les pertes visuelles. Donc, on accueille aujourd'hui M. Gilles Corbeil de l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour nous faire cette présentation-là. Alors, j'espère que vous allez apprécier et pour ceux qui sont là, si jamais vous avez des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Ça va faire plaisir à M. Corbeil là, de répondre à vos questions. Et puis, on enregistre la conférence qui sera disponible là, sur notre chaîne YouTube du CAB. Donc, si jamais il y a des choses que vous avez manquées pendant la présentation, vous allez pouvoir aller le revoir là, comme bon vous semble. Alors, bonne conférence. Merci. Merci Marie-Josée de m'avoir invité. Comme disait Marie-Josée, moi je travaille au CIS de la Montérégie-Centre, plus particulièrement c'est l'Institut Nazareth et Louis Braille, donc il y a le Centre de réadaptation en déficience visuelle pour la Montérégie, Montréal et Laval. Je suis à la direction de déficience. Ça fait plus de 16 ans que je suis à l'Institut. Comme organisateur communautaire et je suis marié et ma femme a une déficience visuelle. Donc, je le vis au travail, mais je le vis aussi au quotidien. Et j'aimerais ça qu'on fasse peut-être un petit tour de table, juste savoir qu'est-ce qui vous a intéressé dans la conférence et s'il y a des informations en particulier. Je pourrais m'ajuster aux besoins si j'ai les informations. Fait que si je me fie à mon écran et que je commence à ma gauche, ça serait Daniel, je crois. Donc, juste un petit mot pour dire pourquoi exactement vous êtes à la conférence. Je ne sais pas si je peux moi-même ouvrir votre micro. Votre micro est en bas, dans votre écran, sur Zoom, en bas à gauche. Voilà. Parce que je pense qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir. Oui, peut-être l'animateur a la possibilité. Moi, je ne l'ai pas. Habituellement, non, on ne l'a pas malheureusement. Zoom, c'est une fonction là, qui n'existe pas malheureusement. On peut le couper, mais pas celui-là. Bon. Alors, Mme Danielle, si vous voulez ouvrir votre micro dans votre écran Zoom, en bas à gauche, vous avez un petit micro. Et si vous cliquez dessus, ça va ouvrir votre micro. Et vous allez pouvoir vous présenter. Je vais voir si je fais ça comme ça et que je vous partage mon écran. Pour ceux qui... je ne peux pas voir mon Zoom. Dommage. Bon, mais on va plutôt... Est-ce qu'il y a des gens que leur micro est ouvert? S'il y a des gens qui veulent partager, qui sont capables d'ouvrir leur micro en attendant? Oui, Nicole. Oui, c'est correct. Moi j'ai reçu un diagnostic là, de problèmes de vision qui peut s'aggraver avec le temps. Fait que c'est pour ça que je suis intéressée à votre conférence, pour savoir comment me préparer à ça, puis comment vivre avec ça éventuellement, là. Parfait. Pour moi, c'est un mystère parce que vraiment, dans la vie de tous les jours, tout ce que je fais, c'est relié à ma vision, mes activités, tout. Je pense que si on a une baisse de vision grave, on doit complètement se réorienter. Alors, pour moi, c'est un défi qui me semble quasiment inaccessible. Fait que c'est pour ça que je commence à m'intéresser à la question pour voir comment les gens font pour vivre avec ça. OK. Et est-ce que je pourrais être assez curieux pour vous demander le diagnostic que vous avez? Dégénérescence maculaire. Parfait. Oui, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Nicole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que son micro fonctionne? Oh, Daniel, je pense qu'il est ouvert, le micro. Ça se pourrait-tu? Allez-y. En fait, j'aime ça travailler avec les personnes âgées. J'ai fait une formation de préposé aux bénéficiaires, puis je m'étends à la retraite, mais je m'informe. On ne sait jamais si jamais le CIS aurait besoin de moi encore, que je pourrais retourner sur le marché du travail. Alors, c'est pour ça. Excellent, merci. Il y a Christine qui a la main levée. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir par rapport à la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui peut arriver avec la vision. Et puis, pour une personne qui a seulement qu'un œil de fonctionnel, quels sont ces problèmes réels, là, finalement? OK. Parfait.
Est-ce que quelqu'un d'autre le met? Je vois Pierre. Est-ce que M. Tremblay, votre... Allez-y. Pierre, ça va? Oui, OK. Parfait. Moi, je suis proche aidant pour mon beau-frère qui a 78 ans. Il a un diagnostic d'Alzheimer. Okay. Mais il y a un problème visuel de plus en plus important avec, ni l'ophtalmo, ni l'optométriste, ils disent que c'est plus de notre ressort, on ne sait pas. Pour nous, tout est correct. Mais quand on lui présente un trousseau de clés, il va essayer de le prendre 6 et 8 pouces plus bas, là. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un lien entre la maladie d'Alzheimer et son problème visuel, mais je viens à la recherche d'informations à ce niveau-là. C'est bon. Il y a Monsieur Rodriguez, je crois. Mandiamanto Rodriguez. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir votre micro. Ah oui, excellent. Bonjour. Bonjour. Moi, je n'avais pas vraiment d'attente pour cette conférence. J'ai juste vu que ça portait sur la déficience visuelle, puis je me dis que ça pourrait sûrement être intéressant. Donc, je suis vraiment ici pour apprendre le plus possible. Parfait, excellent. Merci. Et il y a, je ne me rappelle plus du nom de famille, mais la collègue Marie-Josée, je ne sais pas si... As-tu des attentes en particulier? Non, je pense que ça a pas mal été tout dit là, quand même. Là. Autant faire le lien aussi des fois avec l'Alzheimer, au niveau des perceptions de profondeur, etc. Ça pourrait être intéressant aussi. Déjà, je vais pour ce qui est des problèmes qui sont visuels, qui sont liés aux troubles cognitifs, j'avoue que mon contenu actuellement que j'ai n'est pas nécessairement lié avec ça, mais je vais vous avoir l'information parce qu'effectivement, comme M. Tremblay disait, il y a certaines problématiques cognitives qui vont amener des problèmes visuels qui sont plus difficiles à détecter, là, mais les gens peuvent, théoriquement, ils pourraient être référés aussi à l'Institut et on est plus habilité à justement trouver qu'est-ce qui est problématique et à déterminer comment on peut travailler avec les personnes et amener quand même là, certaines adaptations. Fait que je vais... Oui, Madame Boisvert? Bienvenue, excusez-moi. Boisvenu. Bienvenue. Oui, il y a aussi les aides visuelles qu'on peut avoir à la maison là, que j'aimerais qu'on discute. Merci. Parfait. Fait que je vais vous commencer mon partage. Et il faut que je trouve le bon, celui-là. Voilà. Et on démarre avec ça. Alors, là, je vais juste rapetisser ça ici. Là, je ne vous vois plus. Donc, je vais tenter de... OK, comme ça, je vous vois. Est-ce que vous voyez dans mon écran ou vous voyez seulement mon écran? On se voit. On voit les personnes Vous voyez les personnes ici? Okay. Oui, on se voit aussi. Je vais faire ça. Donc, je ne sais pas si Marie-Josée, peut-être, tu vois les mains levées. Tu peux me donner l'information. J'aime mieux que les gens voient mon écran. Donc, allons-y. Oui, je voulais dire, j'ai mis la galerie là, à côté, donc je devrais voir pas mal tout le monde. Là. Je vais essayer de visualiser s'il y a des gens qui lèvent la main. Super. Fait qu'hésitez pas à m'interrompre. Ça se peut, là, étant donné que je vois juste mon écran, que je parte et que des fois, je pars dans différentes directions. Je vais essayer de suivre le plus possible mon plan de présentation, mais des fois, ça m'amène vers autre chose. Donc, je pensais faire le tour avec vous. La première partie, je l'ai comme divisée en deux. Donc, le portrait de la clientèle, dans lequel on va voir justement certaines pathologies et les incidences que ça peut avoir sur le quotidien. Je vais vous parler un tout petit peu du mode de développement humain là, qui explique un peu la notion de handicap. Un petit peu sur la notion de parcours sans obstacle, les impacts sur les habitudes de vie et l'offre de service de l'Institut dans cette première partie-là. Et dans l'autre partie, ça va être plus des trucs et astuces qu'on peut faire pour, disons, améliorer le quotidien des personnes qui ont une déficience visuelle. On y va. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est faire la différence entre un trouble de vision et une déficience visuelle, qui sont deux choses totalement différentes. Le trouble de vision se corrige avec des lunettes. Moi, j'ai un trouble de la vision, donc je mets mes lunettes et ma vision est corrigée à 100%. Oui, j'ai entendu quelqu'un. Est-ce qu'il y a une question? Non? OK. Donc, c'est ça. Trouble de la vision, donc peut se corriger avec peu importe là, que ce soit avec des lunettes, avec des lentilles. Et ensuite de ça, c'est aussi, là, on parle de c'est la myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie.
mais toutes des choses qui se corrigent. Et ça fait partie aussi du vieillissement normal à partir de 40 ans. Donc, les muscles se relâchent un petit peu et à ce moment-là, ça amène des troubles de la vision. Par contre, une déficience visuelle, ça ne se corrige pas avec des lunettes ou avec d'autres aides visuelles. Donc, la loupe ne corrige pas la vision, va simplement agrandir ce qui est devant nous. Et il va y avoir présence d'une pathologie. On parle de dégénérescence maculaire, rétinite pigmentaire, donc une pathologie qui est associée aux problèmes visuels. La majeure partie des gens ont un résidu visuel. Donc, il y a seulement 10 des personnes qui sont inscrites là, dans nos services qui ne voient pas du tout, qui ont ce qu'on appelle une cécité totale. Et pour le 90 sont dans la zone grise qu'on va appeler la basse vision. Donc, ça indique que la vision n'est pas normale, mais qu'il n'y a pas une cécité totale. Les principes visuels, là, les principales fonctions, donc je vais passer à travers les 6 principales: l'acuité, le champ, la sensibilité au contraste, l'adaptation à la luminescence, la vision des couleurs et la vision binoculaire. Si on commence avec l'acuité, assez simple, l'acuité, c'est la capacité du système visuel à discerner les détails fins. Donc, s'il y a une perte d'acuité, il va y avoir un embrouillement, mais c'est généralement corrigé là, avec des lentilles ou avec certaines opérations. Exemple, on parlait de la cataracte. La cataracte, c'est une pathologie, donc c'est une déficience visuelle. Par contre, elle peut se corriger là, avec une opération. Il va y avoir une perte variable donc, de l'acuité, diminution de la vision des détails, difficulté à lire, que ce soit des panneaux d'indication, de la signalisation à l'intérieur d'un centre communautaire, trouver le bon local, difficulté à repérer les piétons. Donc, l'incapacité va être davantage sur les activités de précision, mais peut quand même avoir un impact au niveau des déplacements. Par la suite, on a ce qu'on va appeler les champs visuels. Il y a 2 types de champs visuels. Il y a la vision centrale et la vision périphérique. Et le champ visuel, c'est vraiment tout ce que l'œil peut percevoir. Je pense que je l'ai sur la prochaine. Oui, c'est ça. Donc, il y a le champ visuel central. C'est où se pose le regard. Donc, c'est là qu'il y a la meilleure résolution. Donc, l'image est au centre, la vision des couleurs, la vision des détails. Tout ce qui est en périphérie. Donc, quand je bouge mes mains ici, je vois mes doigts. Et on a la vision centrale, la vision périphérique, mais la vision périphérique est aussi de haut en bas. Donc, c'est pour détecter les mouvements et davantage au niveau de la vision nocturne. Donc, vous avez un peu un diagramme ici qui explique là, la vision. Donc, la vision, là, ça part de 110 degrés. Donc, c'est vraiment très large. Et plus ça va vers le centre, bon, on s'approche de la vision centrale. Et c'est ça. Vous allez peut-être entendre des gens qui vont vous dire il me reste 5 de vision. Bien, c'est un peu à ça qu'ils font référence. Pour nous, on ne fonctionne pas. C'est son champ visuel est à 5 Elle peut avoir une très bonne acuité visuelle parce que son 5 va être au niveau de la vision ici qui est fait pour voir les détails, donc au niveau du centre. Donc, plus le champ est restreint, bien, plus ça va avoir un impact sur la vision. On parlait de dégénérescence maculaire tantôt. C'est une atteinte du champ central. Donc, c'est l'apparition de ce qu'on appelle un scotome au centre de l'œil. Souvent, ça va commencer par des vaguettes. Là, les gens vont regarder un quadrillé ou une ligne droite et il va commencer à avoir des vagues et graduellement. Et là, les photos sont le plus représentatives qu'on peut, mais ce qu'on entend, c'est que dépendamment des personnes, la tache au centre de l'œil de 1 est de différentes grandeurs et aussi des teintes différentes. Dans certains cas, les gens vont nous dire que c'est une tache noire. Dans d'autres cas, les gens vont nous dire que c'est comme un nuage. Et dans d'autres cas, je donne l'exemple de ma femme qui n'a pas une dégénérescence maculaire, mais qui a la maladie de Stargardt qui se rapproche. C'est une atteinte aussi du champ central. Il n'y a pas de tache. Donc, c'est inexistant, ce qui fait que l'œil va compenser. Donc, s'il y a un mur vert avec une horloge au centre, bien, le mur va devenir tout vert. L'horloge n'existe pas. Cependant, si la personne bouge la tête, on voit qu'ici qu'il y a des résidus visuels autour. Donc, la vision périphérique va servir à détecter et va voir qu'il y a quelque chose au mur. C'est sûr que ça va apporter des impacts plus ou moins importants, dépendamment de la personne. Les impacts vont être beaucoup au niveau des activités de précision. Donc, il va y avoir une perte variable de l'acuité, étant donné que c'est la vision centrale qui est affectée, mais il reste souvent, là, on voit le scotome qu'on appelle est rarement complet. Donc, il y a des endroits où il reste un peu de vision et c'est sur ça que nous, on va travailler. Donc, avec les personnes, graduellement, plus la personne vient rapidement en réadaptation, plus on va
rapidement lui apprendre des nouvelles façons de comment regarder, à quel endroit regarder pour utiliser au maximum sa vision. Donc, une perte variable de l'acuité, diminution de la vision des détails, forte sensibilité à la quantité de lumière et la qualité de la lumière. Il va avoir une diminution de la sensibilité au contraste, difficulté à repérer les coins de rue, difficulté à utiliser les repères contrastants pour s'orienter et de l'éblouissement. On comprend, exemple, la personne qui aurait, je vais revenir sur la photo, qui aurait une dégénérescence maculaire, bien, si elle veut traverser une rue, par exemple, bien, au coin de la rue, va regarder au loin, va quand même avoir une vision générale de son environnement, mais ne pourra pas faire le contact visuel avec le conducteur de l'automobile qui attend, exemple, pour le laisser passer. Donc, c'est des gens qui ne se déplaceront pas avec une canne parce qu'il y a toujours une vision périphérique. Donc, la vision périphérique, c'est ce qui va permettre de voir les obstacles au sol. Donc, la personne va toujours voir, ne perdra pas la vue et va développer justement des stratégies pour se déplacer. Dans un environnement qui est connu, la personne va être très autonome parce qu'elle va avoir fait ses propres adaptations et va reconnaître là, son environnement. C'est sûr que, le même exemple, si la personne se déplace et croise quelqu'un qu'elle connaît sur le trottoir, si la personne ne se présente pas, bien, va difficilement reconnaître la personne parce que, donc, on ne voit pas les détails. On a aussi, par la suite, au niveau du champ périphérique, ce qui est l'inverse de la dégénérescence maculaire, donc de l'atteinte du champ central, c'est que graduellement, dépendamment des pathologies, le champ va diminuer. Et donc, la personne va voir comme dans une paille. La personne, donc, on disait que l'acuité, c'était au niveau de la vision centrale que l'acuité était le plus pointu. Donc, la personne, c'est des gens qui vont pouvoir continuer à lire, qui vont peut-être avoir besoin de lire de très près, mais vont quand même avoir la capacité de voir les fins détails. Par contre, au niveau des déplacements, c'est là que ça va devenir plus problématique. Contrairement à la personne qui a la dégénérescence maculaire, mais la personne ne verra pas les obstacles au sol. Ce qui veut dire que si la personne, bon, elle va voir devant elle, au loin, mais s'il y a des marches ou s'il y a un enfant qui passe devant, donc difficulté à les percevoir. Donc, c'est des gens qui vont se déplacer avec une canne pour pouvoir détecter au sol s'il y a des obstacles. Par contre, comme je disais, eux vont pouvoir continuer à lire plus facilement qu'une personne qui aurait une dégénérescence maculaire qui va devoir développer d'autres stratégies. Donc, lire avec sa vision périphérique, on l'enseigne à l'Institut, la vision excentrique. Donc, la personne a des stratégies pour arriver à lire ou sinon, il y a des outils qui existent aussi. Je t'arrête un petit peu, Gilles. Oui. J'ai une question dans le chat qui demande, est-ce que c'est comme des cataractes? Non, je vais revenir. La cataracte, clairement, voilà la cataracte. Cataracte, c'est une vision embrouillée partout. Donc, on n'a pas, c'est une atteinte vraiment de l'acuité. Donc, ça va être flou. Les couleurs vont devenir plus orangées. On va avoir de la difficulté. Les couleurs vont devenir plus ternes, mais on voit partout. On a vraiment une vision complète. Si on retourne à une vision, l'atteinte donc d'une vision centrale, encore là, on voit que c'est seulement la vision au centre. Et là, c'est quand même un scotome qui est assez grand ici, là. Il va commencer, il va être plus petit. Donc, plus ça va aller, plus il va s'agrandir pour vraiment compléter souvent l'entièreté de la vision centrale. À ce moment-là, il reste quand même beaucoup de vision périphérique, là. Et c'est ce qui permet à la personne, justement, exemple, qui voyage, bien, de voir les paysages. Exemple, quand on voyage, moi et ma femme a quand même une bonne perception de l'environnement. Par contre, on prend beaucoup de photos. On prend beaucoup de photos pour que, justement, rendu à la maison, si jamais il y a des détails qui lui ont échappé, bien, ça lui permet d'aller en agrandissant la photo, de voir les détails qu'il y a sur la photo. Donc, il y a des moyens de compenser, mais il reste que la cataracte, c'est vraiment une vision floue qui va augmenter. Hein, ça n'arrive pas du jour au lendemain non plus, c'est que graduellement, la cataracte va s'épaissir et donc l'acuité va diminuer. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Bienvenue. L'autre atteinte aussi au niveau de la vision centrale, le glaucome. Le glaucome, c'est un peu des deux, je vous dirais, parce que le glaucome va s'étendre autant vers le champ que vers le centre. Donc, graduellement, la tache qui est là va aller vers le centre et va aussi s'étirer vers le champ extérieur. Ce qui fait que sur du long terme, le glaucome donc, peut amener effectivement vers une cécité si ce n'est pas bien contrôlé. C'est la pression dans l'œil qui est faite sur le nerf optique. Donc,
c'est important que ça soit bien surveillé, mais bien contrôlé. Maintenant aussi, ça va quand même relativement bien. Mais ça va amener une atteinte souvent autant au niveau de la vision des détails que au niveau des déplacements. Ça va amener des problématiques au niveau de la cécité nocturne. Quand on parle de cécité nocturne, c'est que dès qu'il va se mettre à faire un peu plus noir ou que c'est plus sombre, il va y avoir moins de lumière qui va entrer dans l'œil. C'est le cas aussi là, pour la rétinite pigmentaire. Vous comprendrez que si on regarde dans une paille puis que je ferme les lumières, le peu de lumière qui rentrait par ma paille, je ne l'ai plus. Donc, ça va amener dans ces deux cas-là, dès qu'on atteint une atteinte du champ périphérique, des problèmes au niveau de la cécité nocturne. Diminution de l'adaptation au changement d'éclairage aussi. Exemple, on rentre dans une pièce, on va dans un centre d'achat. Il fait soleil en plein été, on est dehors, on rentre en dedans, oups, un petit choc ici, comme quand on passe dans un tunnel. Il fait clair, il fait sombre, donc l'œil va avoir un petit peu plus de difficulté à s'ajuster. Éblouissement, c'est la même affaire. Si je mets la lumière directement dans la petite paille, ben, c'est clair que toute la lumière s'en va au même endroit et donc je vais être ébloui. Au niveau de l'orientation aussi, se repérer dans l'espace, étant donné qu'on ne voit pas les obstacles au sol et trouver l'information va être plus difficile. Et difficulté à percevoir les objets de près. Et là, c'est ça, dépendamment de la grosseur de l'objet. Quand on dit de près, c'est, je vais donner l'exemple, à reconnaître, étant donné qu'on voit comme dans une paille, il va falloir balayer si l'objet est assez gros pour essayer de reconnaître qu'est-ce que c'est cet objet-là. Mais encore là, dans les deux cas, ça ne commence pas comme dans une paille. Hein. Graduellement, la vision va s'en aller vers une vision dans une paille. Et c'est pour ça que dès que la personne a un diagnostic, c'est important qu'elle soit suivie dans un centre de réadaptation comme l'Institut, si elle est sur notre territoire, pour que rapidement on puisse travailler avec la personne à développer des stratégies. On a aussi des visions d'atteinte des champs qui est. Là, on parle de champ, donc la rétinopathie qui est liée au diabète. Là, quand ce n'est pas bien contrôlé, c'est des taches qui vont apparaître un peu n'importe où dans l'œil, ce qui devient encore un peu plus complexe parce que c'est changeant. Donc, quand on regarde une journée, le matin, la personne peut être très autonome, pouvoir faire ses activités, et plus la journée va avancer, plus ça va devenir difficile parce que le diabète, s'il n'est pas bien contrôlé, bien, il y a des taches qui pourraient apparaître dans l'œil. Donc, ça va amener une vision qui est plus ou moins fonctionnelle, puis une adaptation qui est plus difficile. Au niveau de la lecture, on voit que ce n'est pas tous les mots quand on va lire un document. Donc, de suivre le fil quand on lit, ça peut être assez compliqué. Et la vision, donc, différentes problématiques que ça peut apporter. On a aussi, on a de plus en plus de gens qui rentrent dans nos services à cause d'une... Là, on ne voit pas le titre. Comment je fais pour voir le titre? Ça, je peux enlever ça. Donc, une hémianopsie, ce qui est la perte de la vision, mais d'un côté au complet. On ne perd pas la vision d'un œil, on perd la vision, si je remonte à mon champ, peut-être que ça va être plus clair ici. Donc, une personne qui aurait une hémianopsie va perdre de son œil gauche toute sa vision à gauche et de son œil droit va perdre sa vision à gauche aussi. Donc, ce qui veut dire que la personne va avoir d'un côté une vision binoculaire parce que son œil gauche va venir compenser pour une partie, mais par contre, n'aura pas la même chose de l'autre côté. Donc, c'est assez particulier parce que les personnes oublient qu'ils ne voient pas. Il y a comme une négligence qui n'est pas intentionnelle. Donc, la personne ne voit pas les obstacles qui sont du côté où elle a son hémianopsie. Donc, il y a des risques d'entrer en collision. Elle doit faire des angles plus grands. Donc, si elle veut regarder à sa gauche et elle a une hémianopsie de ce côté-là, du côté gauche, elle va devoir regarder davantage. Les gens ont tendance à faire de l'héminégligence et ce qui les met des fois un petit peu plus à risque. Et ça va amener difficulté aussi à lire, là, pour d'essayer dans différents impacts des habitudes de vie, lire et écrire. On comprend qu'il y a une partie là, qu'on ne voit jamais et ça devient difficile là, de compenser, de trouver. Par contre, le côté qu'il voit, il voit très bien. 100% de la vision et d'un côté, il ne voit pas du tout. C'est assez particulier, mais ça fait partie des problèmes neurologiques. C'est beaucoup des gens qui nous arrivent avec des AVC. Donc, le problème n'est pas lié à la vision, à l'organe de l'œil comme tel. C'est vraiment au niveau du cerveau. Et donc, ça, c'est un des problèmes neurologiques avec lesquels on travaille. Donc, on travaille avec les personnes pour améliorer leurs différentes habitudes de vie. Pour toutes les déficiences visuelles, il va y avoir la sensibilité au contraste qui va avoir un impact.
Donc, tout ce qui est important, qui va être les impacts très fonctionnels, la lecture, l'écriture, au niveau des déplacements, l'identification des marches, les dénivelés, etc. Donc, puis là, c'est dépendamment de la pathologie. Là, puis, comme je vous disais, pour chaque personne, l'évolution va se faire différemment. Donc, les impacts vont apparaître graduellement, mais la personne a le temps aussi de développer là, des stratégies pour compenser ces incapacités-là. Et si on pense au contraste, les déplacements en hiver, tout est blanc, il n'y a pas beaucoup de contraste, donc ça devient difficile. Les journaux aussi, souvent un papier gris, une écriture noire, ce n'est pas évident. Les visages, je veux dire, moi, là, mes lunettes sont contrastantes dans mon visage, on les voit bien, mais pour une personne, ce qu'on va repérer souvent, c'est si quelqu'un a une barbe. Moi, on va voir les gens, souvent, ils vont se mélanger. Je n'ai pas de cheveux, puis j'ai un collègue au bureau aussi qui n'a pas de cheveux, qui est chauve. Et des fois, les gens vont se tromper. Donc, ils nous regardent les deux, ce qu'ils peuvent repérer, pas de contraste au niveau des cheveux. Donc, ça doit être Benoît. Salut Benoît. Non, c'est Gilles. Excuse-moi Gilles, je me suis trompé. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas dans la vie, qui ne sont pas contrastantes, donc qui vont amener plus de difficultés. Adaptation à la luminescence, ça aussi. Donc, dépendamment des pathologies et où ils sont rendus, ça va avoir une incidence. Ça va provoquer des difficultés au niveau de la perception des contrastes et ça peut aller jusqu'à un inconfort physique. Donc, le contre-jour en photographie ou le principe de laver de salle. Quand on roule en auto, on manque de lave-glace, il fait soleil, donc ça devient agressant, la lumière qui passe à travers le pare-brise. Donc, ça va aller jusqu'à des réactions qui peuvent être physiques. L'adaptation à la noirceur et les transitions lumineuses que je vous disais tantôt. Donc, ça risque de prendre un petit peu plus de temps à s'adapter à la personne quand elle passe d'un endroit à un autre ou d'une zone éclairée à une zone plus sombre. La vision des couleurs. Donc, il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à percevoir certaines couleurs ou certaines teintes. Et là, c'est ça que ça peut amener certaines difficultés. On va penser à se déplacer si la signalisation est basée sur un système de couleurs et qu'il n'y a pas assez de contraste entre les deux couleurs. Bien, ça va être du gris pâle et du gris foncé ou deux gris qui vont se ressembler. Donc, ça devient assez difficile pour ces personnes-là de se repérer ou de reconnaître en lien beaucoup avec les couleurs. Et il y a aussi, c'est ça, les couleurs qui sont semblables, mais les contrastes. Il faut penser, on a des outils qui nous permettent de vérifier justement quand on a des... Bien, vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez une feuille en couleur, puis vous l'imprimez en noir et blanc. Oups! Pas tout à fait le même résultat. Là. Un graphique exemple, j'en ai un petit peu plus loin. Si on les imprime en noir et blanc, ça va devenir difficile de reconnaître quelle couleur est quelle couleur et à ce moment-là, de faire la part des choses. Et évidemment, il y a la vision binoculaire, donc la vision en 3D, vision des profondeurs, descendre des marches. Donc, ça peut amener difficulté et plusieurs pathologies là, peuvent avoir, ça peut être lié aussi à cette problématique-là. Les différentes aides techniques. Et là, on est plus au niveau de la reconnaissance des déplacements. Il y a d'autres aides techniques, mais j'ai juste fait un petit topo rapido presto. Évidemment, la canne. Il y a deux types de cannes. Il y a une canne d'identification et il y a une canne de détection. Ils peuvent servir aux deux. Là, ça permet à la personne, quand on voit quelqu'un avec une canne blanche, bien, on associe à la déficience visuelle. Et elle peut servir aussi clairement pour détecter les objets qui sont au sol ou qui seraient en saillie, donc qui ne sont pas au sol, mais qui dépasseraient dans un corridor de déplacement et pourraient être détectés avec la canne. Il y a de la canne de support qu'on peut voir plus de personnes âgées. C'est la canne avec le pommeau recourbé sur laquelle elle peut s'appuyer. Elle est aussi blanche avec le bout rouge. Et sinon, il y a la canne longue qui permet de détecter. Et vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle la canne du dimanche. C'est une petite canne qui est à peu près grosse comme mon crayon. Elle sert plus vraiment à s'identifier. Donc, la personne, quand elle se déplace, pour éviter des fois de se faire le commentaire du genre « Vous avez encore oublié vos lunettes, madame ou monsieur », bien, quand on voit que la personne a la canne, bien, les gens vont comprendre que la personne a une déficience visuelle parce que ça ne paraît pas toujours que les personnes ont une déficience visuelle. Je vous parlais des gens qui ont une dégénérescence maculaire, par exemple, qui n'auront pas de canne pour se déplacer. C'est des gens qui, dans un milieu qu'ils vont connaître, vont se déplacer de façon assez aisée. Donc, souvent, ils vont avoir à s'expliquer davantage. Les gens vont avoir difficulté à comprendre comment ça se fait que madame prend le crayon sur la table, mais pourtant, elle me dit qu'elle ne voit pas ce qui est là. Bien, c'est parce qu'elle a une vision périphérique. Mais là, ça devient compliqué à expliquer continuellement.
On a des petits signets, nous, qu'on remet aux personnes, des fois, qui peut être intéressant de remettre aux gens de leur entourage ou les gens qui voient souvent, pour que les gens comprennent un petit peu mieux là, à quoi, quand la personne dit qu'elle n'a pas de vision centrale, à quoi on fait référence. Il y a aussi maintenant des simulateurs de vision qui sont intéressants, qui peuvent être mis sur des téléphones cellulaires, simplement, ou encore dans des casques de réalité virtuelle où on peut simuler une vision. Et là, ça nous permet dans notre quotidien de voir comme, ah, OK, on le fait, nous, avec des amis. Et ils connaissaient bien ma femme, ils connaissaient la problématique. Et là, quand on a utilisé le casque, puis que je leur ai dit, envoie-moi donc un petit texto, ils ont frappé un mur parce que là, ils ont fait comme, OK, non, comment tu fais? Fait que là, on a réexpliqué comment on fait. Et bon, différentes stratégies. La même chose, va me chercher des épices. Là, aller dans l'épice. Oh, quand il a ouvert l'armoire, il a fait comme OK, mais il a réalisé qu'on avait des petites stratégies aussi pour se retrouver. Je vais vous en montrer plus loin de ce type de stratégie-là. Je parlais du chien guide, évidemment. Bon, on va défaire quelques petits mythes. Le chien guide, le chien ne voit pas les couleurs. Le chien remplace la canne. La personne, avant d'avoir un chien, doit être capable de se déplacer de façon autonome avec une canne blanche. Donc, la personne qui arrive au coin de la rue, le chien ne sait pas si la lumière elle est rouge, verte ou jaune. Il sait qu'il y a un danger, donc il va s'immobiliser et c'est la personne qui va devoir dire au chien quand avancer. Donc, elle va écouter l'intersection. Elle va voir est-ce qu'il y a des véhicules, c'est quel type d'intersection. Donc, on enseigne aux gens, ça fait partie de l'enseignement. Donc, on va enseigner aux gens comment se déplacer, comment reconnaître ces signes-là. Et quand elle va penser qu'elle peut traverser, s'il n'y a pas de feu sonore aussi, c'est un autre outil, va donner le signal à son chien pour continuer. La même chose, simplement, s'en va sur le trottoir. La ville a décidé de faire des travaux, a fermé le trottoir. Le chien va s'immobiliser, même s'il peut passer à côté dans la rue. Au départ, le chien va indiquer qu'il y a un danger. Donc, le chien va s'arrêter. Le maître va devoir essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi le chien s'arrête, essayer de trouver quel est le danger et peut décider de donner l'ordre à son chien de continuer. Et à ce moment-là, le chien va contourner l'obstacle et passer dans la rue. Ou sinon, la personne qui est moins à l'aise et qui ne comprend pas ce qui se passe, mais va devoir retourner à la maison. C'est pour ça que souvent, des municipalités, vous allez voir, ils mettent des panneaux au bout d'un trottoir marqués prendre le trottoir de l'autre côté. Bien, la personne qui ne voit pas, ne voit pas cette affiche-là, elle se ramasse dans la situation et sur un trottoir qui est fermé et ne comprend pas pourquoi. Et si elle avait son rendez-vous médical cette journée-là, ça se peut qu'elle soit en retard ou qu'elle ne puisse pas y aller, simplement parce que le trottoir est fermé. Pour nous, voyants, c'est assez simple. On voit la pancarte au début, on contourne et même on voit les travaux au loin. Donc, il faut essayer de trouver des stratégies pour informer les gens. Les municipalités le font. Là, ils font par différents types, soit par Facebook, Twitter. Ils ont plein de moyens maintenant. Et donc, il faut s'abonner à ces réseaux-là pour pouvoir avoir accès à l'information. Les incapacités, les impacts que ça peut avoir sur plusieurs habitudes de vie. On parle des activités de communication, lecture, écriture, l'accès à la transmission de l'information. Au niveau des déplacements, ça va avoir un impact aussi au niveau de la sécurité à domicile, au niveau de se déplacer dans le quartier, dans les transports. Au niveau de la nutrition, juste de base, les achats. Préparation et prise de repas, mais les achats, quand on va à l'épicerie, avoir accès à l'information, où sont les prix. Juste dans les fruits et légumes, on s'entend que ce n'est pas toujours placé au bon endroit. Là. Moi, des fois, je pars avec un paquet de pommes que je pense qui sont 99 sous la livre. Il faut m'apercevoir rendu à la caisse qui était 2,99 parce que ce n'était pas bien positionné. Pourtant, je suis voyant. Donc, la personne qui ne voit pas bien a besoin de s'approcher de l'information. Donc, il faut aussi rendre ça accessible. Donc, les épiceries ont tendance des fois à déplacer les choses. Aussi, on le voit, ils vont déplacer régulièrement les produits, ce qui occasionne d'autres problèmes. Donc, ça peut avoir quand même un impact important sur la nutrition, mais aussi financièrement, parce qu'avoir accès aux spéciaux, il faut savoir que c'est en spéciaux, il faut avoir accès à l'information, puis rendu à l'épicerie, il faut se procurer ce produit-là en particulier. Au niveau de la préparation des repas, il y a certaines adaptations qui est possible de faire aussi pour faciliter grandement la préparation des repas. Conditions physiques, psychologiques, les soins personnels, les soins corporels, l'habillement, les soins de santé, se maquiller. Donc, il faut développer d'autres stratégies, un miroir grossissant. Il y a des techniques aussi qui existent. Au niveau des soins corporels, faire la différence entre son shampoing et son rince-crème. Ce n'est pas mon cas, moi, là, mais donc, il y a des façons assez simples. On peut simplement mettre un élastique après une bouteille et l'autre, on n'en met pas. Donc, tactilement, rapidement, on peut, ça c'est
mon shampoing, et l'autre, c'est mon rince crème. Donc, il y a des façons simples, une fois qu'on le sait. Et souvent, il y a des stratégies, là, je vous dirais que c'est des usagers qui nous ont dit hey, « moi, je fais telle affaire, puis ça va bien », et on réapplique après ce mode de fonctionnement-là. Au niveau de l'entretien, utilisation des appareils électroménagers. Ça devient de plus en plus compliqué maintenant parce que nos appareils électroménagers ont des cadres. Ce n'est plus des beaux petits boutons faciles qu'on tournait où on pouvait mettre des repères. Maintenant, c'est du numérique. Donc, il faut apprendre comment fonctionne et auditivement repérer que, quand on l'ouvre, bien souvent, il va ouvrir, exemple, à 300. Puis à chaque bip qu'on entend, ça augmente de 50, de 25, dépendamment de l'appareil. Donc, c'est des choses qu'on va enseigner et qu'on va pratiquer avec la personne. Au niveau de l'entretien, à domicile, c'est un peu la même chose. Une personne qui serait en cécité totale pourrait avoir une infestation de fourmis et ne pas le savoir. Donc, c'est important aussi pour les personnes, les proches, de voir est-ce qu'au niveau de l'entretien du domicile, des fois, de faire un petit tour et de dire « Ah, OK, il y a peut-être des petites affaires. » Moi, j'avais une collègue qui était en cécité totale, puis elle faisait des blagues. Des fois, elle disait « Moi, je me promène nu-pied dans la maison. » Elle dit « Quand je sens des petites graines en dessous des pieds, je sais qu'il est temps que je passe l'aspirateur. » Donc, elle fait des petites stratégies comme ça maison qui permettent de se repérer, mais ça demande de trouver des façons. Et les proches aussi peuvent être, pour toutes les activités de vie courante, les proches peuvent être un soutien. C'est important de demander à la personne comment on peut l'aider, mais comme je vous dis, vous voyez que ça peut avoir un impact sur plusieurs activités et ça peut limiter la participation des gens. On a, au niveau des rôles sociaux, les responsabilités financières. Hein, tout est informatisé maintenant, d'avoir accès à ses comptes et tout ça. Donc, c'est important que les sites des banques soient accessibles. C'est important. On peut demander aussi là, aux institutions financières ou à Hydro-Québec d'avoir nos documents en plus gros caractère. C'est des services qui sont offerts. Au niveau des relations interpersonnelles, quand on n'est pas capable de reconnaître le visage de quelqu'un, exemple, on habite en résidence, il y a un de nos voisins qui est au bout du corridor qui nous envoie la main, ça se peut que je ne le vois pas. Et si la personne ne sait pas que j'ai une déficience visuelle, pourrait me porter des intentions que je n'ai pas, qui serait de l'ignorer, mais ce n'est pas le cas, je ne l'ai juste pas vu. Et donc, ça peut amener graduellement une forme d'isolement. Et c'est ça, c'est là-dessus, c'est pour ça qu'il faut travailler rapidement, puis arriver à trouver des stratégies pour, que les proches soient au courant, les gens dans notre environnement, dans la proximité, soient au courant de la situation et qu'ils ne nous portent pas des mauvaises intentions pour rien. Au niveau de l'éducation, du travail, les loisirs. Donc, au niveau des loisirs aussi, là, les gens qui ont beaucoup, il y a des jeux de société adaptés. Il y a plein d'activités, des cartes adaptées on a un comptoir des ventes où on peut se procurer du matériel, mais pas juste pour les loisirs. Là. Je vais vous en montrer tantôt. Donc, il y a des choses qui existent aussi pour continuer, des cartes en gros caractères, des cartes en braille. Puis quand je dis en braille, il y a seulement du braille qui est ajouté dans un coin qui permet, exemple, à la personne qui sait lire le braille de le repérer. Ou sinon, c'est en gros caractères. Donc, le caractère est plus gros, des dés à jouer qui sont tactiles ou plus contrastants. Donc, il est possible quand même. Là, ça a un impact, mais il n'y a rien qui est impossible. Je parlais d'impact psychosocial, ce qu'on entend dans les commentaires qu'on a reçus ou les craintes des personnes qui nous sont relatées. Des gens nous disaient beaucoup la crainte de perdre le contrôle, d'avoir à demander de l'aide aux autres et de devenir dépendant contre sa volonté et de perdre sa vie privée, son anonymat. On avait aussi la crainte de se brûler en cuisinant, la crainte de se faire voler ou d'être agressé, la crainte de faire des chutes, surtout en hiver, la crainte de se faire frapper en traversant la rue. Puis on dit que aussi l'isolement, c'est une des difficultés les plus couramment communiquées. La possibilité de rencontres sociales, de réaliser des activités diverses devient donc plus restreinte. Le phénomène d'isolement social mène à la disparition progressive des activités, ce qui permettait jadis des compétences et des capacités des personnes âgées. Donc, c'est important de développer des stratégies pour pouvoir maintenir ces activités-là. Et on ne sera pas plus vulnérable parce qu'on a une déficience visuelle. C'est juste de vivre autrement. Hein? On va faire des choses différemment, mais on peut continuer à participer. Ça peut être en demandant de l'aide à des proches, mais aussi on peut le faire tout à fait de façon autonome. Je recule. Oui. Puis par contre, ce qui nous est dit aussi, la plus importante perte qui est exprimée, c'est la perte du permis de conduire.
Ça, c'est probablement au niveau de l'autonomie, ce qu'on voit, c'est ce qui va être le plus difficile. Dépendamment des endroits où les gens vivent, c'est sûr qu'il devient plus compliqué de se déplacer, mais les gens peuvent avoir accès à du transport adapté ou peuvent choisir aussi, parce qu'il y a des gens qui, avec l'âge, vont déménager dans des résidences, dans des quartiers un peu plus centraux. Bien, quand on choisit le lieu de résidence, on regarde aussi autour qu'est-ce qui entoure la résidence. Ce n'est pas seulement le lieu physique. Peut-être qu'à l'intérieur, ça va très bien, mais il faut s'assurer, est-ce que je peux traverser de façon sécuritaire? Est-ce qu'il y a une épicerie à proximité? Est-ce qu'il y a un lieu de culte à proximité? Est-ce que je peux accéder à du transport en commun? Est-ce que j'ai accès à du transport adapté dans cette municipalité-là? Donc, plusieurs questions. On a encore là, quand on travaille avec les personnes, on a un petit guide, un petit aide-mémoire avec qu'est-ce qu'on peut regarder si on décide de déménager, à quoi on devrait porter attention pour s'assurer de maintenir au maximum notre autonomie. Théoriquement, je veux juste voir combien de temps je suis rendu. Oups, j'ai perdu mon petit timer. Ça fait... Il reste 5 ans, c'est bon, ça va bien. Je vais continuer si ça vous va. Est-ce que ça va à tout le monde si je continue ou vous avez besoin de prendre une petite pause? Ça ferait juste 40 minutes à peu près. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour moi. Oui? OK. Là, ce que je veux vous expliquer, c'est, je vous dirais, la pierre angulaire de notre travail et qui aide à la compréhension de ce qu'on appelle le principe de la production, l'explication, le phénomène du handicap. Ce que ça dit de façon très, très, très résumée, c'est que la personne a des facteurs personnels, donc des capacités et des incapacités. Elle a des forces, des faiblesses, on peut dire. Et il y a les facteurs environnementaux. Donc, tout son environnement va avoir un impact. Donc, l'interaction entre les facteurs personnels de la personne et les facteurs environnementaux vont faire que la personne va être en situation de handicap ou en pleine participation sociale. Et je ne me trompe pas, c'est vraiment, on dit en situation de handicap. Donc, la personne n'est pas handicapée, mais la personne est en situation de handicap. Donc, c'est l'environnement qui va créer des obstacles à la participation sociale de la personne. Je vous montre un petit exemple. Voilà. On a 2 photos ici. Et si je vous posais la question, quelle personne ici est en situation de handicap? Bien, on a à gauche une maman qui se bat pour monter sa poussette dans des marches, puis un gentil monsieur qui a une chance qui était là, qui peut lui donner un petit coup de main. À droite, une dame, fauteuil roulant, une petite auto qui peut facilement entrer dans son auto et pouvoir se déplacer. Donc, la personne dans ces 2 photos-là qui est en situation de handicap, c'est la personne de gauche qui est confrontée à des marches et qui, sans l'aide de quelqu'un, serait obligée, ne pourrait pas monter les marches simplement. Donc, l'environnement, les marches, viennent créer un obstacle. À droite, la personne a un moyen de déplacement qui lui permet de se déplacer du point A au point B de façon sécuritaire et de façon autonome. Donc, il faut faire la part des choses. Et pourtant, la personne de droite est en fauteuil, c'est une personne donc, qui est paralysée. On pourrait penser que c'est plus elle qui, dans cette situation-là en particulier, est en situation de handicap, mais non, c'est vraiment l'autre. Un autre petit exemple. Vous avez à droite donc un texte écrit en très petit qui est très difficile à lire. Donc, si on n'a pas l'aide qui est à côté, qui est une télévisionneuse, vous avez 2 types de télévisionneuses. Là, c'est un outil qui permet d'agrandir. Donc, c'est une loupe électronique, on pourrait dire comme ça, de table, la grosse, et là, je ne vois pas mon curseur, et sur le panneau ici, on a une petite à main qui est grosse à peu près comme un téléphone cellulaire et qui sert de loupe à la personne. Donc, la situation de handicap, un texte en petits caractères, mais ici, on a un outil qui nous permet d'accéder à l'information. Donc, la personne qui a cet outil-là ne sera pas en situation de handicap quand va venir le temps de lire le document versus une personne qui n'aurait pas ce document-là. Et donc, c'est vraiment l'idée de comprendre qu'on est tous, à un moment donné, en situation de handicap. Si on va en voyage dans un autre pays et qu'on ne parle pas la langue, donc, on va avoir une incapacité et l'environnement qui fait que ce n'est pas notre langue va nous mettre en situation de handicap. Donc, on va avoir de la difficulté à se déplacer, peut-être, à se nourrir, à comprendre les informations. Les travailleurs saisonniers qui viennent au Québec
se ramassent souvent dans cette situation-là. Ils vont être isolés, ils vont travailler à la ferme, puis ils vont rester là, puis ils vont faire ça tout l'été, puis ils vont s'en retourner, mais ont de la difficulté à s'intégrer dans la communauté parce qu'ils sont en situation de handicap, mais qui est lié vraiment au niveau de la langue. Fait que donc, il faut voir autrement le handicap. Il faut vraiment comprendre que l'environnement a beaucoup à jouer dans la participation sociale d'une personne qui a une déficience visuelle. Si on a un meilleur éclairage, si on a des textes agrandis, si nos milieux sont adaptés, bien, personne avec déficience visuelle ou toute personne ayant une déficience bien, va plus facilement participer dans sa communauté. Le parcours sans obstacle, bon, on comprend que les personnes qui ont une déficience visuelle vont rencontrer plusieurs obstacles à leur participation sociale, principalement au niveau d'accéder à l'information, au niveau de se déplacer, d'accéder, d'utiliser des lieux et des équipements et de s'engager de façon significative, ce qui veut dire bien, de pouvoir participer de façon pleine et entière, qui n'est pas nécessairement avoir besoin, exemple, si je dois aller, je fais une activité, est-ce que j'ai absolument besoin d'un accompagnateur? Si oui, c'est parce que l'environnement n'est pas adapté. Donc, est-ce que je suis satisfait de mon activité? Pas nécessairement. Je vais vous donner un autre exemple. On avait échangé avec une dame qui habitait dans une résidence et qu'on faisait au début l'évaluation globale des besoins qu'on appelle à son domicile. On échangeait avec la personne, puis on regarde les activités. C'est une nouvelle usagère, donc on regarde avec elle les activités qu'elle faisait actuellement versus les activités qu'elle faisait avant d'avoir la déficience visuelle. Et on passe à travers différents types d'activités. Puis là, qu'avant, elle marchait beaucoup, mais elle continue de marcher. OK? Fait que l'autre question qui vient après les questions pour voir est-ce qu'on maintient, vous maintenez vos activités? Oui, parfait. Est-ce que vous êtes satisfait de vos activités? Et là, quand on est arrivé à l'activité de marche, bien, on s'est aperçu que la dame marchait beaucoup à l'extérieur, au parc qui était situé juste en face de la résidence et que là, depuis les dernières années, marchait dans son corridor au 8e étage. Oups! On a une différence en termes de qualité d'activité. Et c'est là-dessus que l'Institut peut aussi travailler. On a essayé de voir c'était quoi les craintes. Ah, j'ai peur de traverser parce qu'il y a l'intersection, beaucoup de circulation. Bon, nous, on a travaillé à faire l'ajout d'un feu sonore pour faciliter la traverse. À l'intérieur du parc, pas beaucoup de bancs. Donc, personnes âgées, pas beaucoup de bancs. Il y en a moins maintenant. Ce n'est pas lié à la déficience visuelle nécessairement, mais avec le vieillissement. Fait des interventions auprès de la ville pour voir la possibilité d'ajouter des bancs, améliorer l'éclairage. Donc, en faisant différentes adaptations, la ville a permis à cette personne-là de recommencer à faire une activité qu'elle appréciait beaucoup. Et donc, quand on dit s'engager de façon significative, ce n'est pas de continuer à faire quelque chose. Il faut vraiment être satisfait de l'activité qu'on fait, peu importe l'activité. Maintenant, un petit topo juste pour vous dire on est qui, là, je l'ai dit tantôt rapidement, mais nous, on fait partie du Centre intégré de santé et services sociaux dans lequel il y a environ 12 000 employés. Moi, je suis dans la direction déficience, donc déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, déficience physique et déficience visuelle. Dans notre direction, il y a environ 270 employés, mais 160 qui travaillent en déficience visuelle, ce qui est pour la région quand même. Dans d'autres régions, c'est beaucoup des plus petites équipes. Nous, on a une grosse équipe qui nous permet de faire du développement aussi. Donc, il y a quand même 160 personnes qui travaillent en déficience visuelle. Il y a aussi des services spécifiques dans notre direction au niveau des ITSA, mais on collabore avec le CIS de l'Ouest pour ces autres déficiences-là. On contribue donc à maintenir la pleine autonomie et la participation sociale des personnes qui ont une déficience visuelle. Comme je vous dis, on couvre le territoire de Montréal, Laval et la Montérégie. Et en plus, on est à titre supplétif pour le nord du Québec et pour des besoins surspécialisés pour l'ouest du Québec. Pour être admissible à l'Institut, ce qui est important, c'est d'avoir un diagnostic et qu'il y ait la présence d'incapacité. Donc, on parlait d'avoir un diagnostic, que ce soit au début d'une pathologie, dès qu'on vous dit vous avez des cataractes, vous avez du glaucome, et il faut que ça amène. Ça, on a ici un diagnostic qui est évalué. Et l'autre, c'est la présence d'incapacité. Cette situation-là doit vous amener une incapacité au niveau de la réalisation de vos habitudes de vie parce que nous, on travaille en réadaptation. Donc, si ça ne vous cause pas de problème, bien, vous n'avez pas besoin théoriquement de réadaptation. Dès que ça commence à causer des problèmes, que ce soit au niveau de la lecture, au niveau des déplacements, oups, à ce moment-là, c'est important. Vous faites une demande pour devenir usager à l'Institut. Donc, c'est simplement de remplir le rapport oculovisuel, de le faire remplir par votre optométriste qui, lui, va l'envoyer à l'Institut. On vous rappelle et à partir de là, bien,
on va faire une évaluation des besoins, on va évaluer la situation et on va refaire, nous, une évaluation en optométrie pour être sûr qu'on a les bons relevés, les bons données pour offrir le bon service. On donne environ 100 000 heures de prestations de services, 5 000 usagers qui sont desservis et la majorité, 62 ont 65 ans et plus. Donc, clientèle plus âgée, mais quand même, c'est divisé en programmes à l'Institut. Et ça, je vais le faire vite, 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 là. On voit 0-21 ans, 22-64 et les 65 ans et plus qui comptent une grande partie des statistiques. Par région, c'est Montérégie et Montréal là, qui est la plus grande partie de notre clientèle. Laval, et il y a les autres régions. Au niveau des pathologies, au niveau des diagnostics, c'est la dégénérescence maculaire qui est la plus importante parce que ça touche principalement des personnes âgées. Et vous avez vu que 62 de notre clientèle est âgée, donc ça a un lien direct. Et c'est ce que je vous ai présenté tantôt. Mais on voit qu'il y a plusieurs autres pathologies qui sont traitées à l'Institut. Et d'ailleurs, on parlait tantôt de problèmes cognitifs. Je ne sais pas s'ils sont là, sont-ils nommés? Difficultés de mouvement oculaire, symétrie. Oui, ils doivent entrer dans autres parce qu'on a peu de cas, mais quand même, c'est des cas avec lesquels on travaille. Par programme, donc je disais, on a des programmes aînés, adultes, enfance, un programme en surdicécité, un programme de réadaptation au travail et un programme de conduite automobile. Donc, tous les gens sont en basse vision et sinon, c'est les deux programmes aînés de Montréal et Montérégie où il y a le plus de personnes. Je n'irai pas dans les détails sur ça. Je vais, là, si je veux sortir de là, il faut que je fasse escape. Ouais. Là, je prendrai peut-être une petite pause si ça vous va. Est-ce que ça vous irait si on prenait une petite pause de 5 minutes? Je vais départager, stop sharing. Puis s'il y a des questions aussi, est-ce que sur ce que je viens de vous présenter là, vous avez des questions? C'est assez lourd. On était plus dans le contenu, mais je pense que c'est important de bien comprendre la vision, de comprendre que c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, pour le même diagnostic, là, il y a madame c'est madame Nicole, je crois, qui disait qu'elle avait eu un diagnostic de dégénérescence maculaire. Une personne qui commence une dégénérescence maculaire versus une personne dans le temps, ça peut se développer très tranquillement. Donc, et la personne a déjà des capacités et des incapacités. Donc, une personne qui est très autonome va continuer d'être très autonome. Hein? Ce n'est pas parce que la personne a une déficience visuelle, elle ne change pas la personne. Comme disait mon père, un jeune chialeux va être un vieux chialeux. Donc, ça reste de même. Il n'y aura pas de changement. Et la personne ne développe pas nécessairement non plus. On a tendance à... au niveau des proches, souvent, ce qu'on voit, c'est que, exemple, un parent va développer un problème visuel et là, soudainement, il faudrait que maman joue au bingo. Il faudrait que maman fasse des activités. Mais maman n'a jamais joué au bingo. Pourquoi qu'elle commencerait maintenant à s'intéresser à ça? Il faut plutôt voir qu'est-ce qu'elle faisait déjà et maintenir ces activités-là et travailler pour les maintenir. Des fois, au niveau de la famille, au niveau des proches, il y a des craintes pour la sécurité. En disant, oui, mais là, si ça, elle pourrait tomber, elle peut tomber de toute façon. Fait avec une déficience visuelle ou pas de déficience visuelle. Fait qu'il faut c'est ces barrières-là, je pense, comme proche aussi, il faut reconnaître l'autonomie de la personne. Il faut être capable de voir les capacités. Puis oui, reconnaître les incapacités. Et c'est là, dans ces incapacités-là, la deuxième partie va porter davantage là-dessus, sur comment on peut aider et développer des stratégies pour la personne. Est-ce que vous avez des petites questions? Tout le monde est encore éveillé? Oui? Oui, oui. Juste pour être sûr. Parce que là, je voyais juste mon écran, fait que je parlais, puis j'étais comme sûr. Des fois, je me suis dit, je suis en train de pratiquer ou il y a du monde? Non, il y a du monde. OK. Oui, oui, on écoute, on prend des notes. C'est très intéressant. Mais c'est ça, c'est comme pas facile, là, parce que, je ne sais pas de... Tu sais, on a une... Je dirais on vit dans un monde qui est beaucoup visuel. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, si on a de la difficulté, puis aussi, il faut être autonome. On veut tous être autonomes, ouais. mais il faut l'aide. La société attend ça de nous, qu'on soit autonomes. Puis, nos enfants, ils n'ont pas le temps de nous aider, là, je veux dire. C'est des bons enfants, mais ils n'ont pas le temps. Alors, quand on vieillit, on s'inquiète. Tantôt, quand je montrais la question du processus de production du handicap, il faut bien comprendre que c'est ça, c'est que chaque personne... Moi, je n'ai pas pour un garçon j'ai quel âge? 51 ans,
j'ai des capacités, puis pour une autre personne qui a la même âge, mais qui mesure, il va juste mesurer, moi je mesure 5 pieds 6. Si lui mesure 6 pieds 2, là, il n'a déjà pas les mêmes capacités que moi pour jouer au basketball, par exemple. Donc, dépendamment de la situation dans laquelle on est, on vit des situations de handicap. Peu importe qu'on ait une déficience visuelle ou qu'on n'en ait pas. On n'a pas la même éducation, on n'a pas le même milieu de vie, on n'a pas les mêmes ressources financières, on n'a pas. Donc, nous, quand on travaille avec les gens, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, là, je n'ai pas le choix de faire des généralités. Je veux dire, quand on travaille avec quelqu'un, c'est vraiment la personne. On s'assoit avec la personne, on regarde tout ça. Est-ce qu'il y a des proches autour? C'est quoi les capacités, les incapacités, les difficultés, les activités réalisées? Et on passe à travers tout ça avec la personne et là, on se dit, OK, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous aimeriez travailler en premier? Et on va travailler sur ça en premier. Les déplacements, parfait. Comment vous pouvez maintenir votre autonomie au niveau des déplacements? Bien, voici. Il y a différentes stratégies. Ça peut être des enseignements, ça peut être par de l'identification, ça peut être des crampons. Juste de s'ajouter des crampons, là, je vous dirais, on parle de chute, là, mais des crampons en dessous des souliers l'hiver. On vient de régler une partie du problème. On identifie ses marches, on évite les tapis à l'intérieur. Mais ça, je vais en parler dans la deuxième partie. Je vais vous laisser prendre une pause parce que je vais continuer à parler. Oui, d'accord. On prend un petit 5 minutes. Je vois qu'il est 2h30. À 35, on prend une petite gorgée d'eau puis on se revoit. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci. Si tu permets, Gilles, peut-être en début, quand on reprendra, pour répondre aux questions peut-être qui vont être plus liées à la maladie d'Alzheimer versus la vision. Ouais. Peut-être faire un petit topo là, pour ce qu'on remarque le plus. Oui, c'est ça, parce que moi, je n'avais pas. Je sais que j'ai de l'info au bureau. Là, j'en ai aussi sur de l'adaptation, démence, Alzheimer par rapport à la perte de vision, aussi des stratégies, mais je ne les ai pas intégrées dans ma présentation. Mais ça, je pourrais voir avec des collègues au besoin, là, si on a besoin d'aller un peu plus en profondeur là-dessus. C'est sûr, ce n'est pas ma spécialité, là, les visions, mais l'Alzheimer aussi. Alors, peut-être juste au moins avoir un petit éclairage là, par rapport à ça. C'est bon. On se revoit dans 5 minutes. Oui. OK, merci. Et petite question, Marie-Josée. J'ai écrit à ma collègue là, pendant la pause parce qu'on a fait, et là, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années, un dépliant avec la Société d'Alzheimer, je crois, en lien avec la déficience visuelle. Donc, je lui ai demandé si elle en avait une copie. Si elle me l'envoie, de toute façon, je vais le trouver au bureau. Là. Je pourrais te l'envoyer aussi. Là, si tu pourrais l'envoyer aux participants, peut-être aux gens qui veulent avoir plus d'informations, parce qu'on avait travaillé là, un dépliant d'informations sur Alzheimer et déficience visuelle. D'accord. Parfait. Je pense que ça va être le bienvenu. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas spécialisée là, dans les troubles de vision, mais j'étais plus de 10 ans à la Société Alzheimer. Donc, c'est ma formation aussi là, de neuropsychologue qui me permet aussi de répondre. La maladie d'Alzheimer n'exclut pas qu'on ait d'autres maladies. On peut avoir des maladies de l'œil qui ne sont pas nécessairement reliées à la maladie d'Alzheimer comme telle. Qui touche la maladie d'Alzheimer, ça touche le cerveau. Donc, il y a des troubles qui vont être liés, par exemple, à la vision, mais qui ne vont pas toucher l'œil comme tel. Donc, c'est plutôt le cerveau qui est touché. Parmi toutes les fonctions cognitives qui sont touchées dans la maladie d'Alzheimer, la vision est probablement celle qui est la moins touchée. On a vu tout à l'heure les myanopsies. Ça, on va voir ça fréquemment. Fréquemment. Quand il y a des troubles de vision, on va voir les myanopsies qui vont apparaître. Donc, une négligence visuelle, soit d'un champ visuel ou de l'autre, comme ça a été mentionné. On va avoir aussi la perte de profondeur parfois. Les personnes atteintes vont avoir de la difficulté à bien percevoir les profondeurs. Donc, il peut y avoir des risques là, de chute là, parce qu'on ne perçoit pas très bien la profondeur. Il peut y avoir une vision trouble aussi qui fait qu'ils vont avoir plus de difficultés à bien cerner les choses. Mais je dirais que c'est plutôt les problèmes visuels, par exemple les maladies de l'œil, qui vont avoir un impact sur la maladie d'Alzheimer. Si on a une dégénérescence maculaire,
ou autres troubles visuels, ça va avoir un impact sur la maladie comme telle, notamment au niveau de la communication. Donc, c'est déjà difficile, la communication avec la maladie d'Alzheimer et les troubles visuels vont effectivement là, avoir un impact sur la vie sociale aussi, toutes les activités de la vie quotidienne, l'activité de la vie domestique aussi, qui sont aussi touchées là, par la maladie. Donc, je ne sais pas si toi, si tu auras d'autres informations peut-être qui seront redonnées là, par la suite là, avec ta collègue. Donc, je pense que ça va être le bienvenu aussi. Oui, c'est ça, je vais l'avoir, puis je te l'enverrai, donc tu pourras le partager. Là, mais c'est ça, on avait à la demande là, de la Société d'Alzheimer, puis là, à moins que je me trompe, là, mais je suis pas mal sûr, là, on avait travaillé un dépliant d'information pour expliquer un petit peu les différents impacts. Donc, si tout le monde est prêt, je pourrais repartager mon écran avec, mais là, il faut que je retrouve ma présentation qui est là, je crois. Oui. Donc, on fait ça. Voilà. C'est encore moi, évidemment. Et donc, ce que je vais voir un petit peu plus dans cette partie-là, c'est les stratégies, les aides techniques, les attitudes générales de communication, les aménagements sécuritaires, les techniques d'accompagnement, très brièvement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que je vous disais tantôt, pour toutes les déficiences, l'éclairage, les contrastes, la luminescence, ça a un impact direct. Donc, ce qu'il faut faire pour essayer d'améliorer notre condition ou d'améliorer la situation, d'avoir un meilleur contrôle de l'éclairage qui est ambient et augmenter l'éclairage dirigé. Donc, ce qui veut dire qu'exemple, peut-être que dans notre pièce, on aurait un peu moins d'éclairage, mais pour son poste de travail ou l'endroit, exemple, dans une cuisine, l'ajout de lumière sous le comptoir qui va éclairer le plan de travail. Parce que si on travaille, par exemple, on a à couper des légumes, la lumière est derrière nous. Donc, pendant qu'on coupe les légumes, on se fait soi-même de l'ombre. Parce que la lumière est au plafond, je me cache la lumière. Le fait d'avoir un éclairage qui vient de sous le comptoir, si on n'a pas ça, on peut s'ajouter une petite lampe simplement qui va permettre d'éclairer notre plan de travail. Fait que donc, on ajoute des situations de l'éclairage pour venir bonifier certaines situations. Ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est de réduire l'éblouissement. Ça peut être causé par des réflexions. On peut augmenter, exemple, des stars dans la maison, des rideaux, des filtres solaires pour éviter l'éblouissement. On va favoriser aussi les surfaces qui sont mates, que ce soit les planchers, les tables, les plastiques. Il pourrait y avoir quoi d'autre? C'est ça. On voit souvent quand un plancher, exemple, un plancher très, très ciré, peut donner l'impression qu'il est mouillé pour une personne qui a une déficience visuelle. Donc, va lui amener d'être en vigilance parce que, le plancher, on dirait qu'il y a de l'eau sur le plancher et s'il y a un éclairage en plus qui est très fort, ça va amener de l'éblouissement. Si je ne me trompe pas, ma prochaine photo, j'ai une photo qui démontre ça un petit peu plus loin. Ensuite de ça, on va essayer d'avoir un éclairage justement qui est uniforme pour éviter les zones d'ombre. On voit ça des fois dans des corridors de certaines résidences, il y a des luminaires au plafond. Là, il y a un luminaire, puis l'autre est comme 10 pieds plus loin. Fait que là, ça éclaire, ça fait un beau spot de lumière là, et là, de l'ombre, de la lumière, de l'ombre, de la lumière à éviter. Parce que quand on arrive dans ces zones-là, on ne sait pas ce qu'il y a devant, on ne voit pas les obstacles et ça peut donner l'impression aussi justement qu'il y a un obstacle au sol. On va éviter les éclairages puissants qui sont directs aussi. On va optimiser l'éclairage en fonction de l'atteinte visuelle. Donc, dépendamment de la pathologie, dépendamment des besoins, ça peut être simplement d'ajouter des veilleuses qui va permettre d'avoir un éclairage au sol. Exemple, si on se lève le soir pour allumer toutes les lumières pour tout le monde, on va positionner des veilleuses à certains endroits qui vont nous donner un repère. S'il y a 3, 4 exemples, on est dans notre corridor, on doit se déplacer pour aller à la salle de bain, puis qu'il y a 3 prises qui se rendent jusque... le fait de, quand on sort dans le corridor, la lumière va déjà nous donner un indice qu'on est dans le corridor et on va suivre le corridor pour se rendre. La lumière du jour, c'est souvent le meilleur éclairage. Une lumière du jour, pas nécessairement plein soleil, mais c'est l'éclairage le plus naturel, c'est souvent ce qui est le plus bénéfique. Je parlais tantôt d'un éclairage, donc ça a déjà été à l'Institut, on a fait des changements depuis. Mais on voyait ici à l'entrée, ça c'était la salle des employés et il y a une grande fenêtre avec aucun contrôle de la lumière et notre plancher était super luisant, donc cordonnier mal chaussé comme on dit. Donc ça donne l'effet justement où on ne voit pas et ça crée de l'éblouissement. De façon plus concrète, encore là, l'éblouissement, les fenêtres.
Donc, imaginez, puis là, je donne l'exemple, le médecin qui rentre dans la chambre et qui va se positionner entre la fenêtre et le patient. Pas très agréable. Agréable pour le médecin, je suis tout à fait d'accord. Hein? Ça peut être agressant pour le médecin, mais là, il faut penser. Donc, idéalement, le médecin se met de l'autre côté et le patient est dos à la fenêtre pour éviter qu'il soit ébloui. Si on a une déficience visuelle, ça va être encore pire. Comme je dis, ça peut avoir une réaction physique. Donc, ça vient chercher, c'est agressant, c'est pas que dérangeant. Fait que donc, il y a des façons qui sont très simples, des fois, de positionner, ça peut être de positionner la chambre différemment dans certains cas, mais ou d'avoir un contrôle de la lumière. Mais souvent, on va le voir, là, les personnes n'y pensent pas, ou si on donne une conférence quelconque, bien, on le sait, on ne se met pas de dos à la fenêtre pour pas que les gens en face de nous soient, dérangés par ce qui se passe dehors et le risque d'éblouissement. Là, j'ai des petits exemples de lumière quand on parle d'avoir un éclairage qui est adéquat. Là, on a une image d'une pièce où, c'est la première, oui, où on ne voit pas grand-chose. Hein? Donc, pas beaucoup de lumière, 50 lux environ. Donc, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Fait qu'on voit certaines choses. On voit une bibliothèque, on croit un meuble blanc. On voit qu'à droite, là, il y a aussi des meubles, mais on ne sait pas trop. On augmente un petit peu la lumière. Ah, OK, effectivement, il y a ça là. Mais ce qu'il y a à gauche qu'on ne voit pas du tout, on augmente encore un petit peu. Ah, on commence à voir. Oh, il y avait un ballon au sol. Oh, il y a un livre qui traîne. Oh, il y a une petite tasse blanche ici. Hein. Si je reviens en arrière, plus ça va, bien, il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, là, si on ajoute à ça une déficience visuelle, puis on n'a pas un bon éclairage, bien, c'est ces contrastes-là des fois. Exemple du divan brun qui est à gauche, je vais améliorer ici encore un petit peu plus. Bien, si le rideau est d'une autre couleur, le divan brun à ce moment-là va être plus visible, va être plus contrastant. Fait que toujours essayer d'avoir des contrastes entre différents objets qui peuvent aller, idéalement, on parle d'un 70 de contraste. Exemple, la bibliothèque blanche sur le rideau brun, bien déjà, on aurait eu un meilleur contraste quand il y a plus ou moins de lumière. Les meubles, c'est la même chose. Donc, dans le positionnement des meubles, dans le choix de la décoration, dans le choix de la couleur, et ce que les gens aussi oublient, c'est que des fois, ils vont avoir un certain éclairage, mais ils vont mettre une peinture blanche partout. Et là, on a un éclairage de, bon, je parle en lumens, mais de 100 watts. Bon, exemple, des 100 watts un peu partout. Mais si toute notre peinture et nos meubles sont blancs, bien, on va aller chercher, qu'on prend avec un outil qui sert à analyser, à mesurer la quantité de lumière. C'est impressionnant, ça devient vraiment, et c'est pour ça que les gens sont éblouis. Donc, il y a un lien direct entre les couleurs. Il y a certaines couleurs qui vont réfléchir davantage, donc, la lumière. Et c'est pour ça qu'on peut diriger de la lumière. On peut avoir un éclairage général dans une pièce, mais si on a un endroit où on veut lire ou travailler, bien, on pourrait avoir une lampe torchère qui vient éclairer à ce moment-là l'endroit et quand on a besoin, on l'utilise. Même chose pour la salle à manger. Et là, c'est à l'inverse. Il n'y avait pas beaucoup. Et là, si on augmente la lumière, bien, c'est l'inverse. C'est ce qui était blanc qui commence à disparaître. Et là, tranquillement, bien, trop de lumière, c'est comme passer. On voit toujours le siège à gauche, brun, lui, par contre, parce qu'il réfléchit moins la lumière, tandis que le blanc, comme je vous dis, qui réfléchit beaucoup la lumière, bien, devient pratiquement imperceptible. Et là, bien, là, on oublie ça, agressant, mais il y a des gens qui, justement, vont être tellement éblouis et l'éclairage, c'est ce que ça peut donner comme vision. Fait qu'on a les extrêmes, on ne voit pas grand-chose et on a de l'autre côté. Fait que si on passe d'une pièce à l'autre et que l'éclairage n'est pas régulier, mais ça va occasionner de l'adaptation et il y a des objets qui pourraient traîner au sol qui peuvent amener des risques de chute. Fait que c'est un petit peu ça quand on fait dans les critères au niveau des stratégies. Bien, on va créer des repères visuels contrastants dans l'environnement. Exemple, ici, dans le corridor, on voit que les murs sont tout blancs, mais il y a une petite ligne bleue qui permet d'avoir un effet, on voit le corridor. Si tout avait été blanc, mais pour une personne qui ne voit pas, ça ne délimite pas du tout l'espace. Là, on voit déjà au fond, oh, OK, le corridor va jusque-là, donc ça permet, les portes sont de couleurs contrastantes, donc il y a de l'information supplémentaire qui va permettre à la personne de pouvoir se repérer dans l'espace. Et on fait la même chose, hein, les escaliers, les murs, les portes, les comptoirs, donc à différents endroits, on peut ajouter du contraste, ça peut être super esthétique, mais ça va aussi avoir une utilité. Souvent, ils vont, dans des résidences ou à d'autres endroits, ils vont faire des aménagements qui sont esthétiques, mais qui ne sont pas fonctionnels. Donc, ça n'a pas d'utilisation autre que d'être beau. Et pourtant, on peut faire les deux. On va toujours favoriser le noir sur le blanc ou le blanc sur le noir
Bon, le jaune, l'orangé, le rouge sont des couleurs aussi qui peuvent être intéressantes. Moi, ce que je vous dirais là-dessus, parce que souvent, on va dire au niveau de l'identification des marges, de mettre du jaune de sécurité, l'important, c'est qu'il y ait 70 de contraste. Donc, qu'ils soit assez contrastant pour être vu. Donc, si on a une marche qui est en béton, bien, un noir va être très contrastant, un brun va être contrastant, un bleu marin va être contrastant. On n'est pas obligé de mettre du jaune, qui des fois est moins esthétique. Mais le jaune, il y a une notion de sécurité, de danger dans un lieu public qui peut être plus intéressant que si on est à domicile. On va éviter aussi les éléments en verre. Donc, les cloisons, les portes patio, il faut faire attention. Donc, il y a des façons. Vous avez sûrement vu, moi, je suis passé, je dis régulièrement. Ça m'est arrivé à quelques reprises de passer à travers le screen de la porte patio chez mes beaux-parents. Et maintenant, ils ont acheté une espèce de petite décoration qu'on accroche dans la porte patio à la hauteur des yeux. Et oui, merveilleux. Je n'ai pas de déficience visuelle et pourtant, ce petit outil-là vient m'informer. Et c'est un peu la même chose. On peut faire, c'est ce genre de choses-là qu'on peut faire pour éviter des petits accidents, des fois. On va éviter aussi trop de motifs. Le multicolore sur une nappe ou un tapis, ça peut devenir compliqué de repérer différents éléments. Quand on parle de couleurs contrastantes, ça existe vraiment. Ce que vous voyez là, l'assiette de 2 couleurs, le cabaret et tout ça, c'est utilisé des fois pour permettre des repères dans des résidences, dans des CHSLD. Donc, on positionne la nourriture dépendamment de sa couleur à différents endroits pour avoir un contraste. Par exemple, on mettrait les patates sur le noir puis versus les petits pois dans le blanc, ce qui permettrait d'avoir un meilleur contraste. Par contre, là, on a une tasse blanche. On la voit bien sur le cabaret, mais si je mets du lait dans ma tasse blanche, quand je vais vider mon lait, ça se peut que ça soit un peu plus compliqué. Ou ce que j'ai déjà vu aussi dans une rencontre où j'allais avec un groupe, il y avait installé sur la table, c'était une nappe blanche avec des bols blancs, sauf qu'il avait mis les bols à l'envers sur la table. Pour quelle raison, je ne sais pas trop, mais tous les bols étaient à l'envers. Et j'accompagnais une personne qui avait une déficience visuelle et lui a pris la soupe et il l'a vidé sur son bol parce qu'il n'avait pas vu que son bol était à l'envers. Donc, pas de contraste, difficulté à percevoir. Il n'y a pas eu, je vous dirais, personne n'a été blessé. Mais ça a été juste drôle de faire comme, oh, regardons, pourquoi on n'a pas viré les verres? Et là, on a repositionné les choses. Les nappes, quand je parlais de nappes tantôt, bien, des fois, quand il y a beaucoup d'informations, repérer où ma tasse, si on met la tasse jaune ici, là, à droite sur la photo, il y a une tasse jaune qui est directement sur le pétale de fleurs. Donc, ça peut être compliqué. Donc, idéalement, unis, puis on va essayer d'avoir des contrastes quand même qui vont être assez suffisants pour être repérés. Ensuite de ça, les stratégies, les aides techniques. Je parlais tantôt pour dépendre, puis là, ça va dépendre de la pathologie encore là, on va utiliser les caractères agrandis. Là, on dit dans toutes les activités de lecture est profitable, dépendamment de la pathologie. Parce que si on utilise du caractère agrandi pour quelqu'un qui voit comme dans une paille, on va créer un obstacle. Donc, pour ces personnes-là qui voient comme dans une paille, ça va être un caractère d'imprimerie normale. Et la personne va devoir s'approcher pour pouvoir lire. Par contre, pour les gens qui ont un problème d'acuité, pour les gens qui ont un problème de vision centrale, bien, on va aller en grossissement. Donc, plus c'est gros, bien, ça va venir englober, la personne va pouvoir déterminer et souvent, le cerveau est assez intelligent qu'il va commencer, s'il voit le début de la phrase, du mot, souvent, il va reconnaître le reste. Et donc, ça va faciliter aussi la lecture. Il y a des téléphones qui existent, des horloges, on peut faire de l'étiquetage de produits, des boutons d'ascenseur, donc il y a des façons d'identifier pour que ça soit plus facile. On va pouvoir ajuster la distance de lecture, donc c'est important de pouvoir se rapprocher de l'information quand on en a besoin. Et si on a à écrire à quelqu'un qui a une déficience visuelle, bien, on va, et nous-mêmes, si on a une déficience visuelle, idéalement, on écrit en lettres carrées parce qu'écrire en lettres attachées, plus ça va aller, plus ça risque d'être difficile à déchiffrer. On a aussi des aides techniques comme les loupes, les télévisionneuses. J'en ai montré tantôt, télévisionneuse, une loupe. Il y a des logiciels de grossissement aussi. Ça, c'est fourni par la RAMQ. La plupart des aides visuelles, si on a une déficience visuelle, donc beaucoup d'aides sont prêtées par la RAMQ, donc la Régie de l'assurance maladie du Québec, comme un fauteuil roulant pour une personne qui aurait une déficience physique. Mais là, il y a des aides, la télévisionneuse, des logiciels de grossissement, des loupes, dépendamment de la capacité visuelle. C'est pour ça que nous, les gens doivent revenir, on fait une évaluation et on va vraiment recommander et attribuer la bonne aide à la personne. Et il faut se rappeler que l'aide visuelle, elle ne corrige pas le problème de vision. Elles ne font qu'agrandir l'image qui est perçue. Donc, une loupe
elle va agrandir, mais ça n'enlève pas la tache qui est au centre de l'œil ou la perte de vision périphérique. Ça fait seulement agrandir. Et quand je parlais de gros signaux où il faut faire attention, bien, oui, ça va permettre une identification qui est plus facile si on a une faible acuité, mais il faut faire attention parce que vous avez l'exemple ici des deux ronds qui sont de la même grandeur. Bien, si on agrandit le texte, la personne qui voit dans une paille, bien, elle voit juste le A et le T. Ce qui veut dire que pour lire attention, elle va lire A-T, T-E, N, T-I-O-N. Et là, dans sa tête, elle va devoir comprendre que c'est attention. Versus un grossissement qui va avoir pratiquement tout le mot attention, fait qu'elle est capable de lire plus facilement en déplaçant son regard. Fait que oui, le grossissement, dépendamment de la pathologie, fait que c'est pour ça que c'est adapté à chaque personne. Et ça, pour la personne qui a une déficience visuelle, c'est important de le dire aussi. Donc, il faut encourager les personnes à nommer leurs besoins. Personne qui participe à une activité dans un organisme, ben, de ne pas se gêner pour dire à l'association, est-ce qu'il serait possible que j'ai des documents avant pour que je puisse les consulter? Exemple, avoir su qu'il y avait quelqu'un, bon, je ne sais pas à quel point, là, pour Mme Nicole, la facilité de voir à l'écran. Si c'est plus difficile, j'aurais pu vous l'envoyer à l'avance pour que vous le consultiez. On peut le demander. Puis à ce moment-là, les gens vont l'envoyer à l'avance, on peut le consulter. Fait que vous avez déjà une idée de quoi on va parler. C'est plus facile de se repérer dans les documents ou d'avoir l'information. Au niveau, il y a plusieurs aussi des appareils parlants, donc qui viennent aussi faciliter la vie. On parlait de technologie qui peut aider. Là, je pense avec Mme Nicole qui me posait la question. Bien, il y a des glucomètres parlants, des tensiomètres parlants, des thermomètres parlants, des montres parlantes, des réveils matins. Donc, on prend sa tension, le thermomètre. J'ai aussi un pèse-personne. Bon, ça, c'est un peu plus gênant, je vous avoue. Des fois, j'ai des amis qui se font prendre parce qu'on en a un et ils vont à la toilette et soudainement, on entend « Votre poids est de 90 kilos. » Oups! Et là, ils ne s'attendaient pas à ça. Fait que là, ils sortent de la salle de bain un petit peu gênés parce que là, tout le monde prenait leur poids. Mais c'est quand même, ça, c'est des outils vraiment bien pour les gens qui ont d'autres, justement, problèmes de santé, qui surveillent au niveau du diabète, au niveau de la tension, les thermomètres et tout ça. Bien, ça permet à la personne de savoir elle-même, d'être en contrôle là, des différentes petites informations qu'elle a besoin de savoir. Pour ce qui est de la lecture aussi, parce que c'est un besoin, c'est un des loisirs, je vous dirais, qui est beaucoup, beaucoup nommé, la lecture. Et les gens qui ont une déficience visuelle, bien souvent se disent « Oh my God, j'aimais ça lire des romans, je ne pourrais plus. » Non, c'est possible. Puis il y a de plus en plus, encore là, il y a des services comme Audible qui est fourni par Amazon, qui a beaucoup de livres numériques, eux qui sont lus par qui sont lus, peu importe la version, ça peut être lu sur un téléphone cellulaire, sur une tablette. Donc, ce n'est pas des livres adaptés, c'est vraiment des livres en sonore. Il y en a aussi là, dans les Renaud Bré de ce monde et tout ça. Là. Moi, je me rappelle d'avoir lu Le Petit Prince il y a très longtemps, qui était sur un CD que j'écoutais. Et sinon, il y a des outils comme le petit compagnon ici. Ça, c'est le Gros Victor. Il se fait en plus petit maintenant, mais j'ai choisi celui-là juste pour vous montrer aussi que, dépendamment de la situation, si la personne a des problèmes cognitifs, par exemple, on peut ajouter ce qu'on appelle des caches. Donc, c'est le même, hein, à gauche et à droite. Par contre, il y en a un où on a caché les boutons du centre qui pouvaient causer problème si la personne les manipulait. Donc, et il y a d'autres caches là, qui cachent encore plus d'informations. Donc, la personne a juste le play finalement. Donc, une fois que le CD est dedans, on pèse sur play et ça va lui lire là, son livre. Et ça, on peut les commander à la banque, le Service québécois du livre adapté. Une fois qu'on est usager à l'Institut, qu'on a une déficience visuelle, c'est gratuit. C'est nous-mêmes qui faisons votre abonnement et à partir de là, on peut commander des livres en ligne. Et maintenant, les nouveaux Victor là, sont gros comme mon téléphone cellulaire. Et on peut télécharger directement. Pour les gens qui sont assez habiles, on peut télécharger directement sur le site. Fait qu'on va sur le site, le livre qu'on veut, s'il est disponible, parce qu'actuellement, il y a des livres en gros caractères, il y a des livres en braille, il y a des livres sonores et il y a des livres téléchargeables. Donc, les livres sonores, il y en a sur CD. Fait que les gens qui ont les anciens ce Victor-là, il est plus facile à utiliser pour certaines personnes qui sont plus âgées, des fois, où on insère le CD et ça part tout seul. Et donc, les loisirs, ce type de loisirs-là existe toujours et il ne faut pas s'en priver. Et il y a aussi des organismes là, qui font la lecture des circulaires, la lecture des journaux. L'oreille qui lit, c'est l'audiothèque. Donc, eux, il y a un numéro de téléphone, on appelle et on peut entendre à ce moment-là, on choisit
la presse, on choisit la section et ça nous est lu. C'est des bénévoles qui font la lecture de ça et on peut avoir accès à l'information de cette façon-là. Il y a aussi maintenant là, sur les tablettes où on peut avoir accès, il y a des lecteurs qui sont intégrés pas mal à toutes les tablettes. Mais là, excusez, oui. vous dites pour l'audiothèque, tout ça, oui. Pouvez-vous donner plus de détails pour la lecture des journaux? Oui, ben, je pourrais l'envoyer. J'ai le numéro de téléphone, mais je ne l'ai pas ici avec moi. Mais ça, c'est ça. Une fois qu'on s'abonne, il faut avoir une déficience visuelle. Il faut avoir une preuve comme quoi qu'on a une déficience visuelle. C'est que soit une attestation de l'Institut ou de l'INCA, qui est l'INCA étant l'Institut national des aveugles, IN, c'est du Canada. Parce qu'il faut comprendre que dans le reste du Canada, la réadaptation est faite par l'INCA. Et au Québec, c'est le service de santé qui a pris, donc c'est des centres de réadaptation qui offrent le service. Mais je pourrais transmettre en même temps les informations à Marie-Josée qui pourra vous les transmettre par la suite. Parce qu'il y en a un autre aussi, là, il y en a un ou deux ou trois là, qui font la lecture comme ça pour l'accès à l'information. D'accord, merci. Parfait. Il y a aussi des appareils de reconnaissance de caractère, des scanners là, qui peuvent permettre aux gens de scanner un document. Vous recevez une facture à la maison, on le met dans son imprimante, mais il y a ce qu'on appelle un appareil de, je vais le dire, reconnaissance de caractère. Donc, il va nous lire ce qui est sur notre document ou la télévisionneuse que je vous ai montré, la grosse télévisionneuse, elle se fait aussi en mode sonore. Donc, on met la feuille en dessous, on pèse sur le bouton, ça prend une photo et ça va nous lire ce qui est écrit sur le document. Ça, c'est des aides qui sont très dispendieux, mais qui sont, comme je vous disais, fournis quand on a une déficience visuelle, dépendamment de nos besoins, parce que c'est toujours en lien avec le besoin de la personne. Donc, ce n'est pas parce que Mme Latreille a tel type de télévisionneuse que Mme Lamotte va avoir le même. C'est vraiment en lien avec le besoin de la personne. Fait que ça, c'est important. Il ne faut pas penser que, moi, j'ai vu ça, j'aimerais ça l'avoir. Vous pouvez l'avoir, ça s'achète, mais ça coûte autour de 3 000 $ l'appareil. Donc, c'est important. Nous, c'est axé sur les besoins de la personne. Fait que c'est important aussi quand l'intervenant questionne sur les besoins de répondre comme il faut aux questions qui sont posées. Il y a aussi tout ce qui est pour l'envoi de courriel, évidemment, là, maintenant avec Internet, des logiciels qui sont adaptés et qui permettent aux personnes de pouvoir utiliser Internet plus facilement. Encore là, que c'est des logiciels qui sont attribués. Puis, ce que je vous disais tantôt, c'est plus que la personne est familière, là, quand on parle des stratégies compensatoires, plus la personne est familière avec son environnement, bien, plus elle va être en mesure d'être autonome. Et comme disait une de mes collègues, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc, de convenir avec la personne d'un plan du rangement, exemple des effets personnels ou du garde-manger. Je me fais chicaner régulièrement parce que je déplace les épices quand je cuisine. J'ai tendance à ne pas replacer les choses. Je sors beaucoup de choses et souvent, je remets en paquet et je le sers. Et je me fais chicaner par ma femme, ou je me fais dire où tu as mis le poivre de telle affaire. Et bon, même, comme on dit, cordonnier mal chaussé. Mais c'est important, effectivement, plus la personne va être dans son milieu. Donc, il faut commencer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en réadaptation, on fait aussi la familiarisation. Je vais vous donner l'exemple qu'une personne qui dit « Moi, je décide qu'à partir de demain ou la semaine prochaine », là, il y a des délais, des fois, là, c'est là-dessus qu'il faut juste mettre un bémol, mais ça fait partie de nos services. Je vais, à partir de la semaine prochaine, je vais aller régulièrement au centre d'action bénévole parce que je vais faire du bénévolat à la cuisine collective, j'y vais 1 fois ou 2 fois par semaine. Mais la personne peut appeler à l'Institut, dire qu'elle a un nouveau besoin, qu'elle aura besoin d'être familiarisée pour son déplacement et pour le centre d'action bénévole. Donc, nous, il y a un intervenant qui va prendre rendez-vous avec la personne et qui va la familiariser. Donc, on va faire le trajet avec la personne. Est-ce que ça se fait de façon sécuritaire? Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser? Est-ce qu'il y a un autre chemin qui serait plus sécuritaire? Si le plus court, des fois, n'est peut-être pas le plus sécuritaire. Sinon, OK. Est-ce que la personne a le transport adapté? Non. Est-ce qu'on peut l'inscrire au transport adapté? Oui, parfait. On avance nos pions tranquillement. On est rendu à l'intérieur, bien, on fait le tour du centre d'action bénévole, mais ça peut être quelqu'un du centre d'action bénévole aussi qui peut le faire avec vous, mais ça fait partie des services. On peut aussi, vous décider d'aller suivre un cours d'aérobie, bien dire, là, je veux aller faire un cours d'aérobie, mais le professeur, il m'a dit comme, bien voyons, comment vous voulez faire un cours d'aérobie, vous ne voyez pas. Exemple. Bien, on peut aussi rencontrer la personne, ça peut être moi ou un collègue, pour aller expliquer différentes stratégies. Donner des consignes claires. On ne dit pas par là, avancez ici, regardez là-bas.
Ça ne veut rien dire pour une personne qui a une déficience visuelle. Il faut être clair. Donc, avancer de 2 pas vers moi. Je suis en avant, avancer de 2. Fait qu'il faut donner des consignes. Vous allez tout droit, rendu au bout du corridor, vous tournez à gauche. L'abreuvoir est à cet endroit-là, à votre droite, de tel côté. Donc, on essaie de donner. Il y a des façons. On a un guide pour l'adaptation des activités qui existe aussi, qui peut servir d'outil. Aussi, dans les stratégies, tout ce qui est visuel, tactile, auditif, kinesthésique peut être utilisé. Ça peut être des repères qui sont déjà existants dans l'environnement. On repère, on se déplace, on va prendre une marche, on sait qu'à tel endroit, il y a tel genre d'immeuble, on le reconnaît dans notre environnement, ça va être un repère pour nous. Sinon, on peut ajouter des repères. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Par exemple, dans certaines résidences, je me rappelle qu'on mettait pour devant l'ascenseur, la personne sur la rampe, il y avait un petit picot qu'on avait positionné sous la rampe. Il a fallu dire aux gens de l'entretien de ne pas l'enlever, par contre. Mais donc, la personne pouvait suivre la rampe et quand elle arrivait à cet endroit-là, il y avait un repère tactile qui lui permettait de savoir « OK, je suis rendu devant l'ascenseur ». Donc, à ce moment-là, avait ce petit repère-là. Puis, on enlève aussi, là, je vous parlais de la cache tantôt pour le Victor, mais des fois, s'il y a trop d'informations, on peut aussi en enlever. C'est aussi une façon de rendre plus accessible. On a ici une adaptation d'un faux micro-ondes, une adaptation maison qu'on appelle. Donc, on a installé sur le faux micro-ondes, sur le clavier, des petits repères tactiles. Il y en a qui sont transparents, il y en a des plus gros, des plus petits. Là, sur celui-là, il y en a différents, ce qui permet qui peut donner de l'information différente aussi, parce qu'il y en a un qui est rond. Si vous le voyez, il y en a un sur le 0 qui est translucide et lui, il est lisse, il est rond, tandis que les autres sont oranges et sont comme un peu plus... je vais dire carré, là, mais bon, ce n'est pas tant carré, c'est plus ils ont des arêtes, mettons. Donc, on en a mis à différents endroits. Fait que la personne sait que le 1 et le 2 est à quel endroit. Ça lui permet rapidement de repérer le clear, le power, le start. Donc, il y a de l'information qui peut être repérée tactilement, rapidement, et pas obligé de ne pas voir pour mettre ça. Hein. Moi, j'ai sur mon micro-ondes, j'aurais pu le prendre en photo. Nous, ce qu'on a mis, c'est de la colle à tissu. De la peinture à tissu, pardon. On a mis sur le 5 pour repérer le centre du clavier et à différents endroits, mais elle est blanche, pareil comme le clavier, parce qu'on n'a pas besoin, ma conjointe, juste au tactile, va le repérer. Donc, ça permet rapidement. Même chose sur le four. On a sur le 350, il y a un petit picot qui permet de tourner et de dire « Ah, je suis à 350 », fait qu'on peut varier d'un côté ou de l'autre. On a une télécommande, encore là, adaptation très maison. On a identifié de chaque côté du volume et pour changer les postes, une petite bande qui est rugueuse, puis de couleur contrastante et qui va faire du relief. Et on a le pause. Donc, la personne peut repérer sur sa télécommande plus rapidement certaines fonctions. D'autres fonctions peuvent être utilisées, mais ceux le plus utilisés de cette façon-là, donc, on voit rapidement parce que tous les boutons sont pareils, hein, donc ça devient plus facile de repérer. Sur nos épices, ça, j'en ai exactement comme ça chez moi. Donc, en gros caractère, collé sur le pot d'épices. Ça peut être sur le dessus. Il peut être aussi en tactile ou sur le côté. Donc, on a de la cannelle, C-A-N, du basilic, B-A-S. Ça, c'est probablement clou de girofle, C-L-O. Mais ça peut être n'importe quoi. Là. La personne met... On peut faire avec elle ou elle peut le faire par elle-même, mais sinon, on peut l'aider à le faire. Donc, dépendamment de ce qu'elle veut mettre comme information qui pourrait lui faire un sens, on met ça sur les épices et donc, ça revient plus facile de repérer parce que des fois, du basilic, du romarin puis du thym, puis de l'estragon, ça se peut que ça se ressemble pas mal. Hein? Donc, c'est important parce que ça ne goûte pas la même chose, par contre. Donc, il y a des façons d'adapter simples. Comme je vous disais, c'est comme le shampoing dans la salle de bain. Des fois, juste un élastique après un va nous permettre de repérer c'est lequel. Donc, on trouve des façons comme ça et la personne, c'est dans son environnement, elle connaît ça. C'est sûr que si elle va cuisiner chez un ami, ça se peut qu'elle soit moins à l'aise dans la cuisine. Donc, ça, c'est un peu les commentaires, exemple, que ma femme reçoit, c'est que, voyons donc, tu n'as bien pas de misère dans ta cuisine, je ne comprends pas. Quand tu ouvres les armoires, tu t'aperçois qu'il y a des petits repères, qu'il y a ci à tel endroit, et c'est comme ça qu'on peut rester, qu'on veut qu'on garde l'autonomie au maximum. Il y a des petits outils, exemple, ça qui permet, on appelle ça un typoscope. C'est simplement un guide à signature en bon français. Donc, on va installer ça sur la ligne et la personne peut signer. Là, c'est en relief. Là, le noir est surlevé
ce qui fait qu'il y a une ligne à l'intérieur, donc la personne peut signer plus rapidement. Puis ça permet de trouver l'information aussi sur un exemple, le montant sur une facture. On peut positionner ça à l'endroit, la personne peut le voir. Donc, c'est un outil qu'on peut traîner avec soi. Et il y a beaucoup, beaucoup de matériel sur notre boutique en ligne. Il y a l'Inca aussi qui a une boutique en ligne qui vend des produits, que ce soit des cadrans parlants. Ça, ils peuvent être attribués, mais quelqu'un peut aussi l'acheter s'il le désire. Là. C'est en vente. Il y a des articles au niveau de la communication, de la couture, de la cuisine, de l'éducation, des tasses à mesurer, justement, qui sont plus contrastantes ou qui sont adaptées là, avec des différentes couleurs pour les différents formats. Donc, c'est intéressant aussi d'aller faire un petit tour sur notre site pour voir ce qui existe. Est-ce que c'est ouvert à tous? Oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Puis, vous pouvez voir, notre catalogue est en ligne. Et là, je ne sais plus à cause du COVID comment il fonctionne exactement pour les achats. Là. Un moment donné, il était fermé, mais on envoyait par la poste où les gens peuvent venir. Il y a peut-être des moments, mais ça serait à revalider. Mais c'est ouvert à tous, effectivement. Il y a même des produits là, pour l'adaptation des marches. Je parlais de rubans antidérapants de couleurs qu'on peut mettre sur des marches. Il s'en vend là, mais il s'en vend ailleurs aussi. Hein. Comme je vous dis, maintenant, on trouve pas mal de tout. Dès qu'on fait une petite recherche, il y a beaucoup d'endroits où on peut se procurer du matériel. Au niveau des attitudes générales et de la communication, la personnalité, je vous l'ai dit tantôt, ça demeure la même. Hein. Donc, la personne qui était très active, ça se peut qu'elle soit encore très active. La personne qui ne l'était pas, soudainement, ne deviendra pas super active et ne voudra pas jouer au bingo à tous les jours. Donc, cette personnalité-là, la personne est la même. C'est important de vous identifier quand vous adressez à la personne. Simplement dire un allô. Je parlais dans une résidence personne âgée, le fait d'envoyer la main. Si on envoie la main ou si on croise quelqu'un et on lui dit allô, allô, OK, c'est qui? Là, c'est une devinette. Hein? C'est qui? Souvent, si on croise la personne au même endroit, on va arriver à reconnaître la personne parce que c'est la caissière à tel endroit, puis on reconnaît. Puis ça peut être par son parfum des fois, mais c'est important. Si on sait que la personne a une déficience visuelle, moi, quand je croise des collègues, c'est « Hey, salut, c'est Gilles, ça va bien? » Ouais. Et si je suis à l'extérieur du bureau, souvent, je vais dire « Hey, c'est Gilles, l'organisateur communautaire. » Parce que là, Gilles, elle en connaît peut-être 12, fait que je vais être sûr que c'est le bon. Fait qu'il ne faut pas hésiter non plus. On s'adresse directement à la personne. Si elle est accompagnée, c'est la même chose. Hein? On s'adresse à la personne et on ne parle pas plus fort. Ça, c'est le bout le plus drôle que je n'ai pas arrivé à cerner encore pourquoi, quand la personne dit qu'il y a une déficience visuelle, les gens vont parler plus fort. Elle n'est pas sourde, elle ne voit pas, mais je ne sais pas, c'est dans l'humain. Il y a comme un réflexe. Écoutez, ça ne vous est jamais arrivé, moi je le vois régulièrement, mais c'est un peu particulier. Mais c'est quand même vrai, je vous dirais qu'il y a des personnes qui ont une déficience visuelle qui vont nous dire « j'entends moins bien ». Mais ce n'est pas « j'entends moins bien », c'est qu'on a tendance à lire sur les lèvres malgré tout. Donc, si on a une déficience visuelle, puis effectivement, il y a un petit peu plus de bruit, et l'autre chose, c'est qu'on n'est pas sûr si la personne s'adresse à nous. Si on est plusieurs autour d'une table, puis qu'il y a une discussion entre les personnes, et qu'il y a quelqu'un qui, puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais le puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, puis tu ne dis pas, Julie, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, OK. Fait que des fois, il peut y avoir un petit décalage, puis c'est pour ça, je pense qu'il y a peut-être ce réflexe-là de parler plus fort, parce que des fois, il peut y avoir un petit décalage, mais ce n'est pas parce que la personne entend moins bien, c'est que la perception de la communication est différente. Fait qu'il y a quand même quelque chose là on l'a vu d'ailleurs avec juste le port du masque pendant le COVID a occasionné des problèmes au niveau des déplacements. Au niveau des personnes qui ont une déficience visuelle, ça avait un impact et on ne sait pas trop pourquoi. Là. On a un projet de recherche là-dessus, mais ça a eu un impact sur les gens qui avaient une déficience visuelle au niveau de leur déplacement. On devrait avoir les résultats bientôt. On utilise un vocabulaire habituel. Hein, on n'essaie pas de commencer à changer. Est-ce que tu as vu telle chose? Est-ce que tu as regardé telle émission? Je veux dire, c'est des grandes généralités. Là. Personne ne va se sentir offusqué parce qu'on dit est-ce que tu as regardé ou est-ce que tu as vu telle chose. Sinon, ça devient plus compliqué, je vous dirais. C'est là que ça commence à créer des petits malaises quand on essaie de changer ces mots-là. On évite de se placer dos à une source lumineuse. On l'a vu tantôt sur le lit d'hôpital, si le médecin se met entre la fenêtre et le patient. Lors d'une conversation, on se place toujours face à la personne, même si elle ne peut pas vous voir. C'est important donc de savoir d'où vient l'information. Et si vous quittez la personne aussi, vous lui faites savoir.
parce qu'elle peut ne pas savoir que vous avez quitté. Moi, je partage mon bureau avec une collègue qui a une déficience visuelle, elle a une cécité totale, et je me suis aperçu des fois que je revenais et elle était en train de me parler parce que j'ai été chercher un papier au photocopiage, j'ai parti mes affaires, je suis sorti du bureau. Je ne prends pas le réflexe systématique de dire à chaque fois que je sors du bureau, je reviens parce qu'elle ne me parlait pas à ce moment-là quand je suis sorti. Mais quand je suis revenu, elle était en train de me parler. Fait que là, j'ai dit, oh, excuse-moi, Guylaine, je n'étais pas là. Fait que là, c'est juste drôle parce que c'est entre nous. Mais bon, il faut quand même dire à la personne si on ne la laisse pas dans le néant toute seule. Elle pourrait se demander si vous êtes encore là. On offre de l'aide, hein, si on pense que c'est nécessaire. Et si la personne refuse, bien, on n'insiste pas. Et on explique toujours à la personne ce qu'on va faire avec elle ou pour elle. Donc, si on veut aider la personne, c'est important d'avoir cet échange-là. Et quand on parle aussi d'offrir l'aide, on ne pousse jamais la personne, on ne la tire pas. On va lui offrir, je l'ai un petit peu plus loin, là, c'est de base, on va simplement lui offrir notre bras, notre coude, et la personne va, à ce moment-là, on va pouvoir la guider, mais on ne tire pas quelqu'un ou on ne pousse pas quelqu'un qui a une déficience visuelle. Fermez-vous les yeux, là, puis dites à quelqu'un de vous prendre par la main, puis vous promener un petit peu dans votre appartement, vous allez voir que ça crée un petit stress supplémentaire. Pour aider, on va aider la personne à explorer son environnement en lui décrivant les lieux. Ce que je vous disais un peu tantôt, nous, on le fait, mais idéalement, si la personne vient dans un organisme ou encore on va dans un endroit, on peut lui donner l'information de où on est. On s'en va au cinéma, on s'en va voir, je ne sais pas, juste au restaurant où on rencontre des gens. Aussi, de donner l'information sur qui est présent. Si c'est votre conjoint, votre conjointe, vous avez une rencontre d'amis ou c'est la famille, il y a plusieurs personnes, bien, avant de rentrer, si vous voyez rapidement de dire, OK, je sais que Jean-Michel est là, Pierre est là, Georgette est avec lui, il y a telle personne qui sont là. OK, ça va lui donner suffisamment d'informations pour reconnaître soit les voix ou quand la personne va se présenter ou quand elle va vous accompagner, elle va déjà avoir une partie de l'information. Lui décrire aussi, ah, OK, ils ont mis la table en plein milieu du salon parce que le lunch est sur la table, tu feras attention, il y a tel. On donne un peu d'informations comme ça pour que rapidement la personne puisse se situer. On va aussi garder les portes soit complètement ouvertes ou complètement fermées. Un coin de porte, exemple les portes d'armoire dans la cuisine, c'est ça, quand on bouge rapidement, les armoires, les garde-robes, tout ça. Fait que c'est soit complètement ouverte ou complètement fermée, idéalement complètement fermée, je vous dirais. Mais dans un cas où on est en train, exemple, on est dans le garde-robe, ben, on laisse la porte complètement ouverte, on ne la met pas entrouverte pour éviter que la personne ne se blesse. On ne déplace pas les meubles ou les objets sans aviser la personne. Si jamais on fait du ménage chez quelqu'un, on lui donne un coup de main. Bien, si on déplace le téléphone, si on déplace de la vaisselle, des choses comme ça, on lui dit à quel endroit on les met. On ne laisse pas des objets qui encombrent les aires de circulation. On l'a vu tantôt, il y avait un ballon par terre sur une des images. Donc, on passe la balayeuse, le fil de la balayeuse qui traîne, une extension. On replace les chaises au bon endroit pour être sûr qu'il n'y a pas d'obstacle dans les corridors de déplacement. On évite les tapis. Il y a toujours des petits coins qui ont tendance à retrousser sur ces beaux petits tapis-là. Donc, et les planchers cirés, trop éblouissants ou glissants. Puis chaque personne qui vit avec une déficience visuelle est différente. Donc, pour les besoins, il faut s'adapter à la situation et c'est spécifique à chacun. Et c'est important de s'informer des besoins de la personne au niveau de son mode de guidage. C'est ce que je vous disais ici. Donc, une petite photo qui donne un exemple. Donc, quand vous guidez quelqu'un, vous lui dites de prendre votre bras juste au-dessus du coude et vous marchez un pas en avant d'elle environ. Pas besoin de... La personne, normalement, est habituée de se faire guider. Ça ne sera pas la première fois. Elle va prendre votre coude et à ce moment-là, vous pouvez marcher. Ce qui est important, c'est s'il y a des irrégularités, on n'est pas obligé de donner toute l'information. Par exemple, on arrive à un escalier, il y a un tapis, il y a des surfaces donc, qui peuvent être un petit peu plus glissantes ou quoi que ce soit. À ce moment-là, on va donner l'information. Sinon, bien, on peut simplement lui décrire là, ce qui se passe dans l'environnement. On va prendre une marche au parc, bien, lui dire, ah, regardons, il y a une rivière, sur le bord de la rivière, il y a plein de canards, tu sais, puis on donne l'information pour que la personne puisse intégrer parce que si elle a une basse vision, ça se peut qu'elle ne voit pas les canards si elle les fixe. Donc, si elle a une tache au centre de l'œil, bien, si elle fixe l'eau, les canards, elle ne les verra pas. Ça se peut qu'elle les entende, mais là, de lui dire, ah, regardons, il y a des canards. OK, à quel endroit? Ils sont là. Et là, la personne va déplacer son œil pour essayer de voir et peut-être repérer à ce moment-là les canards. Ensuite de ça, lorsqu'on explique des explications claires,
Pardon, je vais juste... Bon. Donc, on y va par des explications claires, à gauche, à droite, en avant, à côté de la grosse armoire bleue qui est au fond de la salle à ta droite, et non pas les par là, là-bas. Ça vous est sûrement déjà arrivé, vous entrez à un endroit, à quel endroit sont les toilettes? Sont au fond. OK. Le magasin chez, je ne sais pas, Costco, on me dit les toilettes sont au fond. D'accord. À gauche, à droite, au centre. Je peux avoir un peu plus de détails, s'il vous plaît? Donc, c'est important de donner suffisamment d'informations pour que la personne puisse se repérer dans l'espace. On ne laisse pas la personne seule au milieu d'une pièce. On la met en contact là, avec un endroit. Si elle peut s'asseoir, ce n'est pas agréable, surtout pour une personne qui a une nécessité totale là, d'être dans le vide sans point de repère. Fait que donc, on va la positionner à un endroit où on va pas être en contact avec des objets. Voilà, j'ai quand même raidé parce que j'ai vu que le temps a passé. Je stoppe mon sharing. J'espère que vous avez assez d'informations. Est-ce que vous avez des questions? Oh, j'ai endormi tout le monde. Et pour ma part, je trouve que vous avez bien expliqué, donné beaucoup de détails que je ne connaissais pas. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Enfin, je vous remercie beaucoup. C'est une très belle présentation. Puis, on voit que vous avez de l'expérience et puis c'est rassurant aussi. Oui, et c'est rassurant pour quand on a un problème personnel, là, disons. Bien, si vous avez déjà votre diagnostic, n'hésitez pas à contacter l'Institut. Puis ils vont vous expliquer toute la démarche pour envoyer votre dossier. Et plus rapidement on est dans le dossier, bien, comme je vous dis, on va pouvoir développer avec vous des stratégies, regarder votre niveau. Et nous, toutes les interventions se font à domicile, sauf l'examen en basse vision où il faut venir. Mais sinon, tout le reste, là, nous, on se déplace, puis on va voir à la maison, c'est comment, est-ce qu'il y a des choses qui sont à risque, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Puis l'idée, c'est toujours de développer des stratégies avec la personne pour de dire, ah, tu sais, je fais telle affaire, telle chose, l'éclairage, on peut recommander des types d'éclairage différents, de positionner différemment. Fait que donc, n'hésitez pas à nous contacter, là, ça fait partie des services. Et vous dites qu'il y a un examen de basse vision, c'est ça? Oui, parce que les examens que vous passez normalement, votre diagnostic, c'est un ophtalmologiste qui vous a donné le diagnostic ou c'est l'optométriste qui vous a dit que vous aviez un début de dégénérescence maculaire? Ophtalmologiste. Et il ne vous a pas référé directement à l'Institut? Non, ça arrive malheureusement des fois. Oui, vous pouvez appeler. À ce moment-là, ils vont demander vous pouvez demander à votre ophtalmologiste d'envoyer votre dossier directement, le rapport oculovisuel à l'Institut. Mais peut-être qu'il est déjà connu, votre ophtalmologiste à l'Institut. Fait que ce que je vous suggère, c'est d'appeler au numéro que j'ai dit tantôt, 450-463-1710, et à l'accueil. Et à ce moment-là, eux vont pouvoir vous diriger directement. Mais c'est ça. Parce que nous, nos salles sont plus adaptées pour vraiment avoir une bonne lecture de la vision. C'est quoi votre résidu visuel? Et tandis que l'ophtalmologiste va regarder la santé de l'œil. Nous, on ne sait pas la santé de l'œil, c'est vraiment sur votre capacité visuelle qu'on va travailler pour voir comment vous pouvez utiliser au maximum cette capacité-là que vous avez. OK, je comprends. Merci beaucoup. OK. J'ai trouvé ça aussi super intéressant, très complet. Puis c'était franchement au-delà de mes espérances. La seule chose, c'est qu'il y avait tellement de contenu que est-ce qu'on peut avoir accès à votre PowerPoint? Oui, tout à fait. Oui? Oui. Puis Marie-Josée me disait que ça a été enregistré aussi, mais il y a des choses que j'ai été vite. Fait qu'effectivement, Marie-Josée va l'avoir, puis vous pourrez y avoir accès sans problème. Juste pour reproduire l'information qui est à l'intérieur, mais pour le consulter, il n'y a aucun problème. Naturellement, merci beaucoup. J'essayais de prendre des notes, mais vous alliez trop vite. Oui, je sais, je voyais le temps. J'ai une tendance, des fois, j'ai tellement. C'est parce qu'il faudrait pour chaque pathologie pouvoir rentrer dans le détail parce qu'il y a des fois, il y a des petites nuances qu'il faut comprendre, puis je n'ai pas souvent assez de temps. Puis j'essaie avec les images, c'est souvent les images qui vont permettre de donner, qui amènent le petit plus là, qui va aider la personne à faire comme « Ah, OK ». Toute la question de l'accessibilité, de l'accès inclusif, de comment on peut améliorer notre environnement. Ce bout-là c'est une formation comme telle de 3 heures là, qui est juste sur l'accessibilité. Mais je pense que l'important, c'est de comprendre que
pour chaque personne, c'est différent, que chaque personne a des capacités, des incapacités et que l'environnement vient jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'impact que ça va avoir sur la participation sociale de la personne. Donc, un milieu qui est plus adapté, mais la personne va être plus autonome et il faut maintenir ses capacités. Tu sais, à l'époque, je me rappelle, là, approche-toi pas de la télévision ou arrête de lire, tu vas faire mal à tes yeux. Là, je ne sais pas trop, ça, c'est pas vrai. Il faut les utiliser, nos capacités, il faut les maintenir. Puis oui, il faut s'approcher de l'information parce que c'est souvent une façon d'avoir accès. Parfait, merci. Est-ce que vous allez donner des conférences, d'autres conférences plus détaillées comme ça? Est-ce que vous allez donner une suite? Bien, ce qui pourrait être fait, il faudrait que je vois dans notre temps, mais aller plus. Là, exemple, je sais que la dégénérescence maculaire, c'est vraiment une majeure. Là. Il y a plus de personnes qui sont touchées par ça. Il pourrait peut-être y avoir quelque chose plus axé sur la dégénérescence maculaire. Il y a aussi l'Association québécoise de dégénérescence maculaire qui pourrait être intéressant à inviter, là, qui, eux, pourraient faire une conférence particulièrement là-dessus et sur leur service, qui est un organisme communautaire, mais donc qui est plus au niveau de, je dirais, de l'information, sensibilisation au niveau de cette pathologie-là en particulier. Fait que ça pourrait être intéressant. Mais moi, je suis toujours ouvert. S'il y a d'autres thèmes, je pourrais regarder mes disponibilités. Là. Si ce n'est pas moi, ça peut être un collègue. D'accord. Marie-Josée, des questions? Pour l'instant, je pense que c'est beau. Merci beaucoup pour les stratégies compensatoires qui sont très, très bien, qui sont très utiles aussi pour bien d'autres choses, entre autres les troubles cognitifs, pour tout ce qui est contraste, éclairage et tout ça, éviter l'encombrement des pièces. Tout ça, c'est toutes des stratégies aussi qu'on peut adapter, pas juste aux troubles visuels, mais à plein d'autres choses. Hein. Puis même pour nous qu'on voit qu'on voit bien et qu'on n'a pas de troubles visuels, c'est des stratégies, je pense, qui sont pour à les retenir. voyants, surtout pour les voyants, ça nous fait gagner du temps. Tu sais, moi, je ris avec les épices, là, mais c'est vrai que c'est plus facile pour moi. Quand je vois Canet, C-A-N, je sais que ça améliore, même à moi, ça me fait gagner du temps. Mais c'est sûr, quand je ne les replace pas aux bonnes places, c'est là que ça ne va pas bien. Mais tu sais, c'est toujours, puis c'est niaiseux, puis une des premières fois, je venais d'arriver à l'Institut, ça ne faisait pas très longtemps. J'ai rencontré ma femme là-bas, là, elle enseignait le braille à l'époque, et on partait ensemble. Et donc, moi, je n'étais pas du genre à faire l'épicerie d'avance. Fait qu'on arrêtait à l'épicerie, mais je n'arrêtais jamais à la même épicerie parce que, dépendamment de la circulation, moi, je demeure dans la Naudière, je travaille à Longueuil. Et là, une journée, j'arrête dans une nouvelle épicerie, puis il n'y a pas beaucoup de place stationnée. Fait que je dis à Julie, je vais te débarquer, je vais aller me stationner, puis je te rattrape en dedans. Puis là, elle me dit, j'aimerais mieux que, va te stationner, c'est correct. Je dis, ben non, vas-y. Et j'insistais, et là, elle m'a fait comme, mais je ne la connais pas, l'épicerie. Et là, ça m'a, un coup de pelle. J'ai fait comme, oh my God, tu as bien raison, effectivement, parce que il y a des épiceries, ça se ressemble, mais ils ont tendance à déplacer les affaires et faire l'épicerie pour un endroit que tu ne connais pas, c'est un enfer. Ça devient très, très, très compliqué. Puis l'autre inconvénient, c'est que quand tu vas toujours à la même place, bien là, tu ne profites pas des spéciaux. Fait qu'il faut trouver des façons de, tu sais, comment prendre son temps. On fait différemment. Mettons, on change le rythme un petit peu dans ce qu'on fait, puis on prend un peu plus de temps et on n'hésite pas à demander de l'aide, ce qui est l'autre bout qui est important à faire aussi. J'aurais une question. Vous avez mentionné le braille. Est-ce que c'est utile encore, ça, d'apprendre ça? Bien, moi, j'ai des collègues pour qui c'est indispensable parce que, exemple, en réunion, pour eux, si je lui dis, ben, je suis dans mon document à page 53, elle, c'est très rapide pour elle d'aller à la page 53. C'est la même page 53 dans son document versus un document qui serait en e-text, par exemple. La pagination n'est pas nécessairement la même. Il va falloir qu'elle trouve l'information. Fait que dans certains cas, au niveau académique, oui, le braille est toujours très présent. C'est des repères faciles. Toute la question du tactile aussi. On a l'Atlas du monde en tactile. Là. On a des livres, le corps humain en tactile, parce que ça peut être, on a beau avoir, il faut que ça s'explique un moment donné, il faut être capable de se faire une représentation mentale de certaines choses. Fait que oui, il y a le braille, mais il y a tout le tactile aussi là, qui prend beaucoup de place au niveau de plans de parc.
de plans de centre d'achat, exemple. On a des choses comme ça, mais dans certains domaines, je pense que le braille, oui, est toujours essentiel. Je vous dirais juste le fait, exemple, un ascenseur, les chiffres sont en braille qui sont écrits à côté. Fait que d'avoir une base en braille, sans nécessairement lire le braille, pour certaines personnes, ça va être d'avoir une base, de reconnaître les chiffres, certaines lettres. Mais pour d'autres, c'est vraiment indispensable parce que ça fait gagner du temps encore là. C'est un outil parmi tant d'autres. OK. Mais apprendre le braille, c'est un défi aussi. Ça, c'est l'autre petit bout qui est quand même... ça demande une stratégie. Je ne sais pas si on comprend que le braille, c'est une cellule de 6 points sur 2 colonnes. Et dépendamment de où sont placés les points, ça représente une lettre ou un chiffre ou un groupe. Et là, il faut être capable de dire 2 points que je détecte avec mon doigt. Ça se rend dans mon cerveau. Et là, on lit lettre par lettre. Il faut être capable de... Moi, j'ai de la misère à épeler un mot. Là, fait que quand je vois ça, ma femme qui enseigne le braille, j'étais comme, my God, comment? C'est ça. Mais ça se fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller selon les besoins de la personne. On n'insistera pas pour enseigner le braille si ce n'est pas utile. À certaines personnes âgées, on enseignait le braille... pour jouer aux cartes, exemple. Fait qu'on enseignait certaines lettres et certains chiffres qui permettent à la personne, si elle joue aux cartes, repérer facilement, exemple, en touchant dans le coin que c'est un 3. Donc, il y a des façons aussi, là, certaines capacités, mais vraiment, comme je vous dis, tout ce qu'on fait, nous, en réadaptation, c'est lié aux besoins de la personne. On ne fournira pas du matériel pas nécessaire, puis on n'enseignera pas des choses pas nécessaires. Ah, ça, je vais apprendre ça, là, jouer aux cartes. Ça, c'est bien important, ça. Ça, je ne savais vraiment pas ça. Parce que j'ai une connaissance là, qui a la dégénérescence, mais elle ne peut plus jouer au bridge, là, puis elle est désespérée. Puis dans le fond, il y a des cartes pour ça. Ben oui, c'est pas vrai qu'elle ne peut plus jouer au bridge. Ça, je vois déjà, moi, j'ai des collègues qui sont complètement aveugles, qui jouent au bridge, puis qui jouent au poker, puis c'est vraiment... Est-ce qu'elle est en Montérégie? Oui, je vais lui en parler. Bien, elle appelle à l'Institut, puis elle dit qu'elle a un besoin, qu'elle joue au bridge, qu'elle veut continuer à maintenir son activité et on va aller la rencontrer, puis on va lui parler de ce qui existe, qui est adapté, mais ça a besoin d'entraînement ou d'enseignement, on va le faire aussi. C'est vraiment important parce que comme je vous dis, là, c'est pas parce qu'on ne voit pas du tout qu'on voit un peu. Il y a des stratégies qui existent, puis des fois, il y a des capacités qu'il faut développer un petit peu davantage, puis nous, on travaille là-dessus. C'est ça le but de la réadaptation. OK, parfait. J'avais vu dans le chat, est-ce qu'il y avait d'autres? Ah non, OK, ce n'était pas des questions. Parfait. Merci beaucoup pour la belle présentation, pour la belle formation. Je pense que tous les gens vont partir avec des outils qui vont leur être utiles, soit pour eux, comme pour Mme Morin, ou pour les autres, là, peut-être pour aider pour leurs collègues ou des gens qui sont proches d'eux. Donc, vous êtes vraiment la référence là, pour tout ce qui est problème visuel. Oui, il ne faut pas hésiter. Vous connaissez quelqu'un, dites-lui parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont gênés de nous rappeler ou qui connaissent, ils sont satisfaits des services qu'ils ont reçus, mais ils ne connaissent pas l'ampleur des services qu'ils peuvent recevoir. Donc, même s'ils ne sont pas sûrs, ils n'ont rien à perdre de nous appeler. Si ce n'est pas nous, on va les référer à la bonne personne. Mais si c'est en lien avec leur déficience visuelle, une activité, quoi que ce soit, qui nous appellent, puis on va voir. Puis il ne faut pas penser, puis, et surtout pas penser que, ah ben mon Dieu, c'est la RAMQ, là, je veux dire, c'est l'assurance maladie. On ne se pose pas la question si on a besoin de se faire changer, je ne sais pas, une opération cardiaque, un rein ou quoi que ce soit. C'est la même affaire. Donc, c'est des services de santé. C'est payé à même nos impôts, vos impôts. Donc, c'est un service qui est là. C'est un service de santé. Donc, des fois, j'ai l'impression parce que moi, je pourrais dire, ça n'amène pas à la mort. Tu sais, c'est pas une déficience visuelle, ce n'est pas mortel. Donc, les gens, des fois, ont moins tendance à solliciter des services, mais on est là pour ça, fait qu'hésitez pas. OK. Super. Juste peut-être une petite dernière demande. Si tu pouvais mettre le numéro de l'Institut dans le chat, comme ça, les gens qui ne l'ont peut-être pas noté tout à l'heure, bien, on pourra l'avoir. Je ne l'ai pas dit assez vite? C'est ça. Je vais mettre le 450. C'est bon, hein, je pense? C'est bon, 450. 1, 7, 1,
450-463-1710. C'est le bon numéro, oui. Voilà. Merci beaucoup. Et ça, c'est le numéro général de toute façon. Vous allez arriver à l'accueil, puis à partir de là, juste à nommer, poser la question, les besoins. Exemple, si vous appelez et vous avez des questions en termes d'accessibilité, probablement qu'ils vont vous refiler à moi. Mais sinon, si c'est un besoin d'usager directement, ils vont vous référer là, à l'accueil, qui vont évaluer le besoin. Parfait. Ben, merci Parfait. encore. Merci Super. à tout le monde C'est un d'avoir été plaisir. là. Merci beaucoup. J'ai pris Merci, plus de Isabelle. temps. Fait que désolé, j'ai débordé un Merci. peu, mais Il n'y a pas de problème. parfait. Bye-bye. Très Au revoir. enrichissant. Très enrichissant. Merci. Tant mieux. Bonne journée. Bonne journée.